me présente Jean-Dominique Vassali, recteur de l'Université de Genève, et je suis très heureux de vous accueillir ici ce matin pour un événement assez rare, je dirais presque exceptionnel, sur lequel j'aimerais m'arrêter quelques instants. Tout d'abord, j'aimerais saluer celles et ceux de nos invités qui nous font la gentillesse d'être avec nous pour cette occasion, et voire même qui participeront à la table ronde, et je pense que le doyen les introduira le moment venu, donc je ne m'arrêterai pas plus avant. Sinon, pour répéter que nous sommes extrêmement heureux de voir que cette création d'une nouvelle faculté attire l'intérêt non seulement des gens qui vivent l'université, qui vivent cette faculté, mais aussi et plus largement de la société qui nous entoure. On ne réalise peut-être pas suffisamment à quel point les universités sont peut-être, après les églises, parmi les institutions de la société qui sont les plus anciennes, qui ont duré le plus longtemps. Et la nôtre, d'ailleurs, du haut de ses 454 ans, a déjà un bel âge. J'espère qu'on peut dire un âge respectable. Mais le simple fait qu'elle existe toujours, aujourd'hui, avec un rôle actif, un rôle de premier plan, c'est la preuve même que notre université, comme beaucoup d'autres bien sûr, mais la nôtre en particulier, qu'elle a su s'adapter aux évolutions de notre monde. Une université est donc, en fait, elle doit être en constante évolution. Et l'ouverture de deux nouvelles facultés au sein de notre université cet automne est la conséquence de cela, une conséquence qui, j'aimerais l'affirmer, est une preuve de vitalité. Inaugurer une nouvelle faculté, c'est vraiment pas une chose courante. Et c'est certainement l'occasion de s'interroger sur ce qu'est une université, sur le rôle qu'elle joue dans notre société, et puis aussi sur l'adéquation des structures de l'université avec ce rôle. Nos universités, la nôtre, sont souvent structurées par facultés. C'est dans les facultés que s'ancrent les disciplines. Mais ces disciplines doivent, c'est une nécessité, s'ouvrir les unes aux autres, dialoguer, s'interroger et permettre de construire des savoirs encore plus complexes, ces savoirs qui sont aujourd'hui requis par les enjeux de notre monde, de notre société. Il suffit de penser au domaine de la santé, donc je vous rappelle que la définition est que la santé doit représenter un état complet de bien-être physique, mental et social pour réaliser la nécessité d'un dialogue entre les savoirs pour faire face aux enjeux de la société. Vous connaissez sans doute cette citation d'Isaac Newton. Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Et j'aime assez l'analogie du pont pour décrire l'université. Un pont, il est ancré sur des piles. Les piles, elles peuvent avoir des configurations différentes, il peut y en avoir plus ou moins. Mais les piles d'un pont, c'est un peu comme pour l'université, ses facultés. Et les piles portent le tablier. Et c'est celui-ci, le tablier, qui permet le déplacement, qui permet la circulation. Un tablier pourrait-on dire, la raison d'être du pont. Nos facultés portent des projets de recherche, des projets d'enseignement, elles portent des réflexions qui doivent dépasser les frontières disciplinaires et qui nécessitent la circulation des idées, des savoirs et des expertises. Et ceci implique à l'évidence une collaboration entre les facultés. Nous ne voulons pas des facultés qui s'entourent de murs. Aujourd'hui, nous inaugurons la faculté des sciences de la société. Et dans 15 jours, nous inaugurerons celle d'économie et de management. Deux piles majeures de notre université, au sein desquelles sont ancrées des disciplines fondamentales, essentielles pour la société, et demain, sans doute, encore plus que maintenant. Des disciplines qui doivent impérativement travailler ensemble. Le tablier qui les reliera entre elles et qui les reliera aux autres facultés de notre université permettra incontestablement d'extraordinaires projets. Les regards croisés sont toujours source de richesse. Et puis, mesdames, messieurs, une université, c'est une fabrique des savoirs, dit-on. C'est-à-dire le lieu de leur fabrication, de leur critique et le lieu de la transmission des savoirs. Mais nous avons aussi
à faire rayonner ces savoirs au-delà des cercles érudits, des cercles académiques, les professeurs et les étudiants. Nous devons nous investir avec nos spécificités dans la vie culturelle, politique, économique de la société qui nous entoure et qui nous soutient. Ce rôle d'acteur engagé, je sais que nos deux nouvelles facultés sauront le remplir pour le bien commun. Et c'est bien dans cette perspective que se situe le débat qui aura lieu ici aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de notre nouvelle faculté des sciences de la société. Et pour terminer, je tiens, au nom du rectorat, à remercier le doyen, le professeur Bernard de Barbieux, et son équipe décanale, ainsi que tous les professeurs, tous les membres du corps intermédiaire, du corps administratif et technique, et également les étudiantes et les étudiants qui se sont investis dans ce beau projet et qui continueront à le faire. Je vous propose que nous souhaitions aujourd'hui bonne et longue vie à la nouvelle faculté des sciences de la société. Monsieur le doyen, à vous. Merci, monsieur le doyen. Créer une nouvelle faculté, ouvrir une nouvelle faculté, c'est une aventure, une sacrée aventure, surtout quand on part d'une faculté préexistante et qu'on en fait deux, à partir de la faculté préexistante. Une aventure incroyable parce qu'on n'imagine pas, et personne n'imaginait, je crois, le nombre de questions qu'il fallait traiter, le nombre de problèmes qu'il fallait résoudre à l'amont. Monsieur le recteur Vasselé est bien placé pour le savoir, Madame la vice-rectrice, les vice-recteurs, mais également Peter Sutter qui nous accompagne dans la mise en place de ces projets sont bien placés pour le savoir. C'est une aventure incroyable, incroyablement compliquée, mais en même temps incroyable aussi, et je préfère retenir ça, c'est évidemment ça qui est le plus intéressant, incroyable par l'énergie que ce projet a suscité de part et d'autre. Je suis extrêmement impressionné de voir comment, du côté de la faculté d'économie et de management, et du côté de la faculté de sciences de la société, on a vu se mettre en place des projets, des équipes de projets bien sûr, mais des collectifs qui débordent très très largement les décanats respectifs et qui cherchent à mettre en place quelque chose de très très nouveau dans notre université ici à Genève. Et je suis très très content de voir que, bien qu'il ait fallu 1 an et demi, peut-être 2 ans pour cela, on arrive à ce résultat-là aujourd'hui. Alors je ne vais pas parler du projet de la faculté d'économie et de management, bien sûr. Maria Pia Victoria Feser, je crois, est là. Elle le fera très très bien dans sa propre journée d'inauguration le 30 septembre. Je voudrais juste prendre quelques minutes pour vous présenter le projet de notre faculté ici, celle qui s'ouvre aujourd'hui, la faculté des sciences de la société. En commençant par le nom. À vrai dire, depuis le début, depuis qu'on a proposé ce nom, faculté des sciences de la société, j'ai entendu beaucoup de questions. Pourquoi ce nom-là? Pourquoi finalement pas sciences sociales, comme un peu partout dans le monde? Tout comme on dit sciences naturelles ou comme on dit sciences juridiques. Et puis, après tout, c'est des appellations qui sont confortées, je dirais, par l'usage. Il y a 2 raisons à cela, et elles sont assez simples à comprendre. Et j'espère les avoir faites comprendre aux personnes qui posaient la question. Même si je ne suis pas responsable de ce choix-là, il vient d'un de nos collègues, et nous l'avons adopté collectivement. La première raison, elle est sémantique. À ma connaissance, et jusqu'à preuve du contraire, un qualificatif a pour fonction de qualifier un substantif. Je ne suis pas prof de littérature, mais j'espère ne pas avoir dit de bêtises en disant les choses comme cela. En quoi, par exemple, les sciences naturelles seraient-elles naturelles? Bien sûr, elles traitent de la nature. C'est pour ça qu'on parle de sciences de la nature, qu'on parle de sciences de la Terre, qu'on parle de sciences de l'univers, et pas de sciences terrestres ou de sciences universelles. La question est légitime également pour les sciences sociales. Pourquoi les sciences sociales seraient sociales? Parce qu'il y a des chercheurs, parce qu'il y a des professeurs, parce qu'il y a des étudiants qui font société autour d'un projet scientifique. Mais ce n'est pas ça que veut dire l'expression sciences sociales. Dire que faire de la science, c'est faire société, ça vaut pour toutes les sciences. Et il y a même un domaine de connaissances qui s'appelle la sociologie, l'anthropologie des sciences qui s'occupe de ça. C'est évidemment pas uniquement là-dessus que la faculté des sciences de la société voudrait construire son propre projet. Si bien que l'appellation sciences sociales est un peu décevante. Et l'appellation sciences de la société est plus appropriée, peut-être même il aurait fallu l'appeler sciences des sociétés pour rendre compte de leur pluralité et véritablement identifier l'objet particulier, emblématique qui caractérise ce domaine de la production scientifique. Si bien que, et c'est la deuxième raison, pourquoi on est arrivé à ce choix-là, sciences de la société, pas uniquement pour des raisons sémantiques, mais simplement parce que ça circonscrit bien mieux le projet
dont nous sommes porteurs collectivement à partir d'aujourd'hui. Des sciences qui étudient comment fonctionnent les sociétés. Des sciences qui étudient comment les individus construisent le lien social, font société, des fois défont les sociétés. Donc comment cette mécanique s'installe, se développe, se renouvelle en permanence, voilà quel est le projet, le champ de compétences particulier des sciences de la société. Alors on pourrait le décliner, et le décliner à l'infini, et juste montrer et rappeler qu'une faculté de ce type-là, et en particulier ici à Genève, c'est ce que nous avons cherché à faire, cherche à interroger les grandes questions sociales d'aujourd'hui, les grands enjeux, les grands problèmes sociaux, ceux qui sont liés aux inégalités socio-économiques, de genre, territoriales, ceux qui sont liés aux vulnérabilités des individus, à la vulnérabilité des individus, ceux qui sont liés aux identités collectives en perpétuelle recomposition, ceux qui sont liés à la transformation des grandes institutions, l'État, l'école, l'armée, je n'avais pas pensé à dire l'université, qui ont tout le temps besoin de se réinventer pour rester en phase avec les besoins sociaux. Ceux du développement des populations et des régions marginalisées. Bref, toute une série d'objets, toute une série de questions, d'enjeux, de problèmes que cette faculté a vocation à saisir à bras-le-corps, certainement pas pour apporter des solutions en tant que telles, mais pour proposer des éléments d'analyse et les mettre à disposition. Parce que là est, je dirais, le cœur du projet de cette faculté. Pas simplement d'additionner des experts sur des questions particulières, mais en même temps se donner la possibilité d'être un lieu dans lequel on élabore des propositions, on élabore des analyses, et on les soumet à la discussion, pas uniquement dans les beaux colloques et les belles assemblées académiques, mais aussi dans la société, proposer des éléments d'analyse, les soumettre à la discussion et les soumettre au débat. Voilà pourquoi cette faculté, au-delà de son objectif proprement académique, a aussi un objectif social et politique dans le sens très noble de ces deux qualificatifs. Elle est porteuse d'un projet de développement social où elle aimerait contribuer d'une façon ou d'une autre au développement social des sociétés et des individus sur lesquels elle travaille. Non pas encore une fois que nos sciences et la façon qu'on a de les faire ici prétendent apporter des solutions toutes faites, mais plutôt des éléments de réflexion qui peuvent être utiles à tous, en particulier à tous les électeurs, à tous les citoyens qui, ici et ailleurs, sont amenés à se faire une idée sur une question politique ou sur une question sociale. Ici, pour éclairer des votations, par exemple les prochaines, sur la traversée de la Rade à Genève, ou bien à la fin de ce mois, ou sur les politiques de santé et les politiques migratoires de la Confédération à la fin du mois de novembre, et au-delà de Genève et au-delà de la Suisse, éclairer peut-être les enjeux de la gouvernance mondiale, du développement durable, de la préservation des ressources, etc., etc. Autrement dit, la Faculté des sciences de la société de l'Université de Genève ambitionne d'analyser et d'enseigner l'analyse de ces grandes questions sociales, politiques, économiques et territoriales, mais elle ambitionne aussi de contribuer au développement social, au renouvellement des pratiques sociales et institutionnelles pour contribuer à un monde meilleur. Autrement dit, une faculté qui travaille sur les sociétés, c'est sa matière première en matière de recherche, mais qui travaille aussi pour les sociétés et qui travaille avec les sociétés, en phase avec les sociétés et en tenant compte notamment de leurs attentes respectives. Cette question de l'utilité sociale, économique, politique des sciences de la société sera l'objet du débat qui va suivre, et je remercie d'avance les personnalités qui ont accepté de nous rejoindre pour nous donner tout à l'heure leur point de vue, leurs attentes sur ces sciences de la société. Elles ne sont pas du monde académique, elles sont d'un autre monde, d'autres mondes au pluriel, mais elles ont des attentes très fortes vis-à-vis de nous, et c'est très important que nous les entendions et que nous réfléchissions à la façon que l'on peut avoir de leur amener quelques réponses. Mais avant cela, j'aimerais donner la parole à d'autres personnes qui sont mes collègues ici de la faculté et à qui on a demandé de dire en quelques dizaines de secondes ce qu'ils faisaient en matière de recherche. Une sorte de petit panel qui vous donne une idée de la diversité des sujets que nous abordons, des chercheurs seniors, des chercheurs juniors. Ça dure quelques minutes et je crois, j'espère que ça vous donnera une bonne idée de cette diversité. Je lance la vidéo, du moins je l'espère. Bonjour et bienvenue dans la faculté des sciences de la société. Cette faculté est une nouvelle faculté de l'Université de Genève qui regroupe des spécialistes de disciplines différentes et des spécialistes dans des thématiques très variées. Vous allez entendre maintenant des présentations d'une dizaine de chercheurs juniors et seniors qui vont vous donner une petite idée de la diversité des thématiques de recherche
qui sont conduites dans la faculté. Bonjour, je suis politologue et je travaille dans un domaine de recherche qu'on appelle normalement l'économie politique comparée. Les chercheurs dans ce domaine s'intéressent au lien entre la politique et l'économie. Pour le moment, les questions qui m'occupent principalement concernent les réponses politiques à la croissance de l'inégalité de revenus en Europe et en Amérique du Nord depuis les années 80 et surtout les conséquences de cette croissance d'inégalité pour le fonctionnement de la démocratie. Pour répondre à ce type de questions, je m'engage dans l'analyse comparée des données quantitatives et aussi l'analyse comparée des données plutôt qualitatives. Dans mes travaux, je m'intéresse à comment la santé, la maladie et la mort sont influencées par des facteurs sociaux. Notamment, je m'intéresse à comment l'exposition au risque est variable et implique des inégalités face à la santé entre différentes catégories sociales. Je m'intéresse également à comment les normes, les attentes de différents groupes vont affecter leur manière de penser, la santé, la maladie, les risques, de se prémunir de ces maladies et également va influencer leurs relations avec les professionnels dans le système de santé. Je réalise une thèse de doctorat en géographie qui porte sur la thématique de la nature en ville, que j'aborde à partir de la figure du jardinier. Donc ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, du point de vue des personnes qui participent à produire, entretenir, gérer la nature en ville, comment à partir de leur point de vue, le référentiel sur la nature en ville aujourd'hui évolue, notamment du fait de deux facteurs. D'une part, l'émergence de la thématique environnementale et écologique, qui s'illustre notamment à travers l'interdiction de l'usage des produits phytosanitaires. Et l'autre facteur, c'est l'émergence d'une demande habitante de pouvoir jardiner dans l'espace public, demande qui s'illustre à travers tous les potagers urbains et autres activités de guérilla jardinière. Je conduis des recherches sur les élections et les votations. Je m'intéresse notamment à la manière dont les campagnes électorales influencent la perception que les votants et votantes développent sur les problèmes qui se posent en Suisse et sur les partis à même de résoudre ces problèmes et comment ces perceptions et ces changements de perception influencent à leur tour le choix partisan, c'est-à-dire le vote pour l'un ou l'autre parti politique. Je travaille sur les inégalités dans les sociétés humaines, en particulier du point de vue de la démographie sociale. L'exemple le plus caricatural, ce sont les inégalités face à la mort, qui est la pire injustice qui soit. On pourrait aussi évoquer le vieillissement en mauvaise santé, selon l'origine sociale. J'essaye de distinguer l'effet des structures socio-économiques des effets du parcours de vie que les individus ont réalisé pour arriver jusqu'à ce stade de leur existence. Je travaille dans le cadre d'un projet de sociologie urbaine qui s'intéresse aux relations entre la mixité sociale ou ethnique et la cohésion sociale. Les études sociologiques ont montré que la proximité spatiale n'engendrait pas forcément des relations sociales et que la mixité, bien qu'elle soit largement promue par les politiques urbaines, n'avait pas forcément des effets positifs sur le vivre ensemble. Étant donné que la population genevoise est très diversifiée et qu'on trouve dans les mêmes quartiers, parfois même dans les mêmes immeubles, des gens à haut et à faible revenu, des Suisses et des étrangers, et parmi eux des requérants d'asile comme des fonctionnaires internationaux, on aimerait profiter de ce contexte pour étudier empiriquement les conséquences de la mixité. Bonjour, donc je fais une recherche en sciences politiques sur le terme de la coopération publique-privée en milieu urbain et je regarde quelles sont les ressources d'action qui sont échangées entre les acteurs publics et privés afin de permettre de réaffecter des anciennes aires industrielles et de créer de nouveaux quartiers ou de nouvelles infrastructures de transport. La recherche que je mène s'intéresse aux discriminations dans le monde du travail que pourraient subir les personnes LGBT, LGBT étant l'acronyme de lesbiennes, gays, bi et trans. C'est une recherche en deux volets, l'un quantitatif par Internet et puis le deuxième volet, un volet qualitatif
avec des entretiens en profondeur sur la biographie professionnelle de notre échantillonnage. Qu'est-ce que c'est l'intégration des étrangers? Est-ce que les étrangers ont un droit à l'intégration? Qu'est-ce que la citoyenneté dans les sociétés multiculturelles? Voici quelques-unes des questions qu'abordera notre projet de recherche dans le cadre de l'NCCR On the Move, basé à l'Université de Neuchâtel. Sur la base du travail d'une équipe, on essaiera de répondre à ces questions qui sont d'une stricte actualité et qui concernent l'avenir de notre pays et l'avenir, je pense, de la démocratie. On fera avec une équipe basée à l'INSIGHT, l'Université de Genève, et on compte dans 4 ans produire une recherche de qualité qui nous permettra aussi de répondre à quelques questions qui ressortent du débat international en matière de démocratie, de citoyenneté et d'intégration des étrangers. Les projets de recherche dans lesquels je suis impliqué, soit dans le pilotage, soit en tant que chercheur, portent sur les questions de développement territorial dans des contextes très différents. Alors je peux vous donner 2 exemples. Un exemple dans le contexte européen, qui a à voir avec la recherche appliquée sur la question du développement des marges européennes dans différents contextes, et donc pour une instance européenne qui vient en appui à la définition de la politique régionale. Et puis dans un tout autre contexte, dans les Suds, nous sommes amenés à travailler sur les revendications territoriales autochtones, mais combinées avec l'action des organisations internationales ou des ONG en matière de développement local ou régional, et l'usage des nouvelles technologies. Ainsi, une thèse actuellement soutenue porte sur la mondialisation et la digitalisation des territoires autochtones. Donc on voit bien cette combinaison, nouvelles technologies, revendications de la part de différents acteurs, en l'occurrence là, des populations dites autochtones. Aujourd'hui, les marchés des capitaux jouent un rôle important, voire central, dans le fonctionnement des économies les plus avancées du monde. Mais est-ce que c'était toujours le cas? Et est-ce que ces marchés des capitaux jouaient toujours le même rôle? Moi, en tant qu'historien de l'économie, je m'intéresse à répondre à ces questions. Et donc, je travaille dans les archives de la Bourse de New York et celle de la Bourse de Londres, son grand rival de la fin du 19e siècle, pour essayer de proposer des nouvelles idées par rapport à ces questions. C'est comme un puzzle. Et donc, sur la base de ma lecture des lettres, des rapports et aussi des PV, j'essaie de reconstruire toutes les parties du puzzle et de les mettre ensemble. Voilà un premier aperçu, une dizaine de chercheurs juniors et seniors de la faculté des sciences de la société. Il y en a beaucoup d'autres, des dizaines d'autres chercheurs, bien sûr, beaucoup d'étudiants, 1 millier d'étudiants et des personnels techniques, administratifs et scientifiques qui permettent à la faculté d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Une nouvelle faculté, donc, qui est spécialisée dans l'étude des sociétés, qui travaille donc sur les sociétés, mais qui a aussi la vocation, l'ambition, la volonté de travailler pour les sociétés, pour le développement social des sociétés contemporaines, et si possible de travailler avec ces mêmes sociétés pour les accompagner dans la réflexion qu'elles ont sur elles-mêmes et faire d'une recherche académique une vraie recherche participative et une recherche impliquée dans le développement social contemporain. Voilà donc une dizaine de chercheurs juniors et seniors qui amènent les questions de recherche, qui vous donnent une petite idée de ce que nous traitons au sein de la faculté. Il y en a des dizaines d'autres, vous pouvez imaginer donc la prolifération des questions, des réponses et des travaux de recherche qui sont derrière ces interrogations. Je vais maintenant passer la parole à Pierre Guecci qui est directeur de la Tribune de Genève et qui va animer la table ronde à laquelle nos invités ont accepté de participer. J'invite ces invités à venir prendre place sur l'estrade, qui n'en est pas une, pour qu'on puisse bien les voir depuis l'ensemble de la salle. Et je profite de ce petit moment de battement pour remercier, bien sûr, les 10 personnes qui ont accepté de prendre un petit moment, je ne vais pas dire au plus chaud de l'été, ce n'était pas le cas, mais au cœur de l'été, pour participer à cette petite vidéo. Jiri Benovski qui a fait le montage. Et remercier encore une fois tous les collègues et toutes les personnes du rectorat qui sont derrière ce projet, qui l'ont accompagné, qui lui ont permis de s'épanouir, de s'installer. Et encore une fois, on est tous extrêmement contents de vous présenter cette nouvelle faculté aujourd'hui. Voilà. Bonjour tout le monde.
que ça fonctionne, ce micro-cravate. Très bien. Voilà, Monsieur Anthony Hodgers, conseiller d'État, devrait nous rejoindre encore. Je pense qu'il a quelques minutes de retard. Et on va démarrer assez rapidement avec ce débat. On a l'impression parfois, à juste titre ou non d'ailleurs, que... Vous avez raison. Tout de suite remédier à ça. Voilà. Voilà, excusez-moi pour ce petit incident technique, ça fait partie du jeu. Alors on a l'impression parfois, à juste titre ou non d'ailleurs, que les préoccupations de l'université et celles de la cité ne sont pas forcément toujours à l'unisson et qu'on a deux mondes qui au fond ne sont pas très perméables et interagissent de façon insuffisante. Ça me fait donc d'autant plus plaisir aujourd'hui de participer, d'animer ce débat qui veut montrer justement l'interaction d'une faculté nouvelle, celle des sciences de la société, avec l'action publique ou l'action privée d'ailleurs, l'action des organisations internationales. Et je me réjouis vraiment de cet échange, d'autant plus que nous avons aujourd'hui la chance d'avoir avec nous des personnalités de haute réputation, des patrons d'abord d'institutions publiques. Nous avons tous les niveaux des institutions publiques, des exécutifs qui sont représentés ici, à commencer par Madame la Présidente de la Confédération, Micheline Calmiret. Je ferai les présentations au fur et à mesure tout à l'heure. Et puis, on a aussi des représentants d'organisations internationales, l'une d'elles, le CICR évidemment, qui est très visible aujourd'hui, malgré sa discrétion, que nous relèverons au passage avec Yves D'accord, et puis aussi le monde international, Madame la représentante du PNUD, et enfin le monde privé qui aujourd'hui est représenté par une entreprise un peu particulière, Switcher, et son patron et fondateur qui est aussi parmi nous. Alors sans attendre, je crois qu'on va faire ce tour de table qui ne sera plus une table ronde qu'un débat contradictoire. Monsieur Vassali, le recteur, a évoqué des noms qui aujourd'hui à Genève font un peu peur et qui concernent directement les sciences de la société, qui sont celles de pont, de traversée, de circulation, etc. On sera dans un registre un petit peu différent là, parce qu'on est dans la circulation de la connaissance qui, au premier abord, est un petit peu moins polémique et controversée que celle de la RAD, vous avez compris. Alors, pour parler j'aimerais d'abord peut-être poser à chacun de vous, d'abord vous remercier d'être parmi nous aujourd'hui, et puis poser à chacun de vous une question très concrète, à savoir, au fond, qu'est-ce qu'une faculté comme celle des sciences de la société, pluridisciplinaire, peut apporter à votre action, à l'action publique qui est de votre sphère de compétences. Et je me permets de commencer par Madame Calmiret, présidente de la Confédération par 2 fois, qui a occupé le poste hautement délicat de ministre des Affaires étrangères en 2003 et 2011. Au fond, vous avez toujours été entouré certainement de personnalités et de conseillers pluridisciplinaires, mais vous avez dû aussi recourir à des gens extrêmement pointus dans leur domaine. Alors, pour prendre les décisions que vous avez dû prendre tout au long de votre mandat, est-ce que ce type d'apport d'une faculté comme celle qui est créée aujourd'hui, est-ce que très concrètement, cela aurait pu vous être utile à un moment ou à un autre de votre carrière, de votre action publique? Est-ce que vous avez des exemples peut-être à nous citer où vous auriez souhaité être entouré, au fond, soutenu, recevoir l'apport d'une université ou des gens émanant d'une telle université et d'une telle faculté? Alors tout d'abord, bonjour. Bonjour, monsieur le vice-recteur, bonjour, mesdames et messieurs. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un enseignement interdisciplinaire, d'avoir été formé ici à Genève de manière interdisciplinaire et ça m'a énormément aidé. Je dois dire franchement que prendre des décisions sur le fonctionnement d'un État ou sur le fonctionnement d'une crise en ayant des éléments, en fonctionnant en silo, je veux dire, ça ne va pas. Le monde d'aujourd'hui devrait plus fonctionner en silo. Et en cela,
la faculté des sciences de la société s'adapte au monde actuel. Je veux dire, le monde a changé. Aujourd'hui, les défis sont, les États sont interdépendants, les défis sont globaux. Les acteurs, c'est plus seulement des États dans les relations internationales, mais c'est tout le monde, c'est la société civile. Et alors, une faculté qui s'occupe du fonctionnement des sociétés doit fonctionner de façon interdisciplinaire. Mais en tout cas, personnellement, ça m'a beaucoup aidé, cette formation interdisciplinaire, d'avoir même des connaissances très générales, hein, pas spécialisées, en histoire, en sciences politiques, en économie. Et même, comme j'ai fait un diplôme de commerce d'abord, parce que mes parents voulaient que je puisse travailler, comme fille qui allait se marier, il fallait d'abord travailler. Savoir lire un bilan et une comptabilité m'a été aussi très, très, très utile. Donc ces différentes formations, finalement, vous permettent de faire des synthèses qui vous aident dans la prise de décision. Merci, Madame la conseillère fédérale. Et je me tourne vers Monsieur le maire de Genève. Je ne suis plus conseillère fédérale, je suis professeur invité à l'Institut d'études globales à l'heure actuelle. Mais si je me trompe, vous gardez le titre ainsi libellé de président de la Confédération. Mais j'aimerais pas vous. C'est français. Ça, c'est français. C'est français. C'est pas suisse. Ah, mais vous savez, à Genève, on est si proche. Bon, on va s'arrêter là. Monsieur Canaan, vous êtes maire de Genève, et je souligne au passage d'ailleurs que plusieurs personnes qui sont autour de la table ont fait leurs études ici. Mme Calmiret vient de citer, elle a fait une licence en mention études internationales à l'université et à HEID aujourd'hui, autrefois HEI. Monsieur Canaan, vous êtes aussi un produit universitaire, si j'ose dire, assez intéressant, puisque vous avez fait un diplôme de physicien, sauf erreur, à l'EPFZ à Zurich, puis vous êtes venu faire des sciences politiques, sauf erreur, à l'université de Genève. On a vu dans les présentations qui ont été faites tout à l'heure, au fond, le champ d'études de cette faculté peut aussi avoir une dimension locale. Et vous qui êtes aujourd'hui maire, mais qui êtes aussi d'abord responsable et en charge du département de la culture et des sports, en quoi est-ce que ce type d'études, est-ce que vous avez vraiment des besoins de ce type d'études, ou est-ce qu'on a l'impression qu'il y a des études déjà partout, que vous en faites vous-même énormément? Est-ce que si vous deviez donner un mandat à la faculté des sciences de la société aujourd'hui, si vous pouvez le faire, que lui demanderiez-vous? Bonjour à toutes et tous. Moi aussi, un grand plaisir d'être ici. Je lui demanderai de sortir de ses murs et de créer des passerelles et donc d'aller à la rencontre au sens le plus large du terme. Quand je dis mur, c'est pas seulement au sens physique, c'est-à-dire à la rencontre de la cité et des acteurs de la cité. C'est aussi les murs des disciplines, c'est les murs des générations, c'est les murs, surtout dans une période de notre société, à Genève localement, que, comme dans le monde, il y a beaucoup trop de gens en ce moment qui construisent des murs de toutes sortes, ou qui rétablissent des murs, ou des frontières fermées. Donc on a besoin de gens qui ouvrent, qui créent des passerelles, qui créent des points de passage, des points de dialogue, quitte à assumer des divergences. Donc moi, je me réjouis beaucoup de l'inauguration de cette faculté, qui n'est pas vraiment une nouvelle faculté, puisqu'elle évidemment est heureusement un héritage très consistant des départements qui la composent, qui eux existent depuis longtemps. Je sais que ça a été une discussion pas évidente, cette mutation organisationnelle de l'université. Moi, j'aimerais le voir comme une magnifique opportunité, parce que je crois que ça va donner aux sciences de la société, et je félicite pour l'appellation choisie, une magnifique visibilité, c'est une magnifique opportunité d'exister en tant que domaine vaste. On vient de voir d'ailleurs les sujets. Ce qui me frappe, c'est qu'ils ont à la fois une dimension très internationale et universelle, qui peuvent s'appliquer à plein d'endroits, mais ils ont un ancrage local absolument évident dans la vie de la cité au sens large, avec la vie du monde urbain tel que nous vivons aujourd'hui, dans toute sa complexité, dans toute son évolution très rapide. Et je pense qu'on a besoin évidemment de réflexion, et j'insiste sur le mot réflexion, parce qu'on parle beaucoup d'action. En tant que magistrat élu à l'exécutif municipal, forcément, je dois être tôt ou tard aussi dans l'action, avec mes collègues, avec l'administration municipale, avec nos partenaires. Mais pour que l'action soit bonne, et même dans le cas où elle doit être rapide, il faut qu'elle s'ancre dans la réflexion. Et dans notre monde qui s'accélère de plus en plus, où les choses vont presque trop vite, où on zappe beaucoup, on change de sujet, on change de contexte, on a d'autant plus besoin, pour être finalement pertinent dans la manière dont on fonctionne, d'un apport qui lui est fondé sur la réflexion à long terme. Et quand je dis réflexion, c'est pas au sens, je ne sais pas comment dire, trop abstrait, théorique, ça fait partie du jeu, hein, mais pas que théorique ou abstrait, aussi dans la réflexion évidemment concrète, ancrée dans le terrain. Mais effectivement, on a besoin
de gens qui ont un esprit critique, qui ont le temps de remettre les choses en question, de les mettre en perspective, d'être prospectifs. On en a un besoin vital. Évidemment, on sait aussi qu'on est dans une période de notre société où, ma foi, c'est peut-être un cliché, mais je parlais de zapping et d'accélération, il y a aussi une part, c'est un cliché, l'irrationnel, et à l'émotion. Alors, il ne faut pas nier les émotions, l'irrationnel, ça fait partie de notre humanité, mais qui fait que le débat politique, par exemple, que ce soit la traversée de la Rade ou bien la crise en Ukraine, ou ce qui se passe au Moyen-Orient, toutes proportions évidemment préservées, sont marquées fortement par une polarisation forte sur des questions vraiment identitaires, émotionnelles, religieuses parfois, ou simplement liées aux frontières, aux identités, qui prennent vraiment un dessus. Il ne faut pas le renier, c'est une réalité, mais je crois que là, on a une attente. Alors, pour terminer sur la ville de Genève, qui est la plus grande commune du canton de Genève, qui est la deuxième ville de Suisse, on a un rôle de ville-centre au centre d'une agglomération de près d'1 million d'habitants qui subit aussi des transformations profondes. D'ailleurs, pour mon année de mairie, j'ai choisi le thème pas évident des frontières, parce qu'on parle toujours de la frontière cantonale, les 500 000 passages quotidiens à travers la frontière. On a besoin de frontières pour structurer notre identité collective, notre imaginaire, même notre fonctionnement institutionnel. Mais quand les frontières se ferment, évidemment, ça pose des problèmes. Et je pense qu'une faculté comme celle-ci peut apporter énormément. C'est peut-être moins quantitatif qu'une faculté de l'économie, moins formalisé que le droit, c'est peut-être plus difficile dans un premier temps, mais on touche vraiment à la réalité des gens. En plus, il se trouve que le département, vous avez raison de signaler que je suis avant tout responsable d'un département. On a la chance d'avoir des relations déjà très suivies avec l'université, et je salue le recteur, parce qu'il y a une vieille tradition de collaboration entre différentes facultés de l'Université de Genève, je pense notamment aux sciences et aux lettres, mais aussi les sciences de la société dorénavant, et les institutions patrimoniales de la ville de Genève, donc les musées et la bibliothèque de Genève, qui sont aussi des lieux de recherche. Et notre volonté commune qu'on a remise à jour récemment dans la mise à jour de la convention qui nous lie, c'est que non seulement ce travail continue, se développe, mais soit beaucoup plus visible pour la cité. Donc ça ne reste pas, je dirais, dans des arcanes de spécialistes, mais qui est vraiment ensemble qu'on mette nos ressources et notre complémentarité en commun pour aller vers la cité et rendre visible ce travail et le rendre disponible et surtout favoriser une interaction aussi avec la population au sens large. Merci beaucoup, M. Canaron. Et je me tourne vers le représentant de l'économie privée, il n'y a pas beaucoup ici, M. Robin Cornelius, qui a créé un label qui est Switcher, mais qui, au-delà des vêtements qu'il propose, est aussi une espèce de marque de fabrique sur la possibilité de conjuguer éthique et réussite commerciale. Souvent, on oppose au fond le milieu académique et le milieu de l'entrepreneuriat privé. Alors, les barrières se déplacent, fluctuent. Par rapport à cette création de cette faculté, quels sont, vos besoins au fond et qu'est-ce que vous pouvez tirer de l'université? Est-ce que vous en avez déjà tiré ou apporté aussi quelque chose? Comment voyez-vous les relations entre le milieu académique et votre action d'entrepreneur très concrète qui, voilà, doit dégager du bénéfice et qui est une action à faire sur le terrain qui, franchement, ne doit pas toujours s'embarrasser des réflexions forcément les plus profondes sur l'entier de la planète. Je suis un peu provocateur, mais dites-nous, qu'est-ce que vous attendez au fond de cette faculté? Oui, il faut appuyer sur le petit bouton. Académique, tu peux oublier, parce que je suis trop hyperactif, quoique avec l'âge. Mais pour revenir à ce que j'attends, enfin d'abord ce que disait, je vais dire Micheline, sur cette notion de silo. On était élevés la même génération, tu faisais ou Sciences Po, ou sociologie, ou HEC, etc. On était complètement séparés dans des silos. Le principe du silo, c'est qu'il y a toujours les mêmes grains en plus, c'est grave, il n'y a même pas deux grains différents, deux espèces. Et alors, comme j'ai fait HEC Sciences Po, et comme ça, je m'étais inscrit à HEC, c'était le truc le plus court, puis Sciences Po parce que je voulais faire journaliste. Puis après, j'ai commencé Switcher comme ça, entrepreneur. J'aime pas le mot entrepreneur, mais c'est quand même le mot à dire. Et puis à la fin, l'académique, il y avait Riben. La politique détermine l'économique. Il y avait Chalère de l'autre côté, le père de François Redaka, qui disait Cornelius, l'homo economicus, l'économie détermine le politique. Puis je faisais un parallèle. Alors tu vas
au château à Lausanne, puis l'après-midi, tu avais l'autre. Tu dis, bon, les deux, ils ont raison. C'est le prof, il a toujours raison. Enfin, non, je plaisante. Et puis, en fait, avec le politique, il y a du long terme. Nous sommes de la génération mai 68, 10 ans plus tard. J'étais au Café de la Barre, naissance du GPE, le Groupement pour l'écologie, avec Brella à l'époque. On était politique, on rêvait. Et maintenant, le problème, c'est que mes 3 enfants viennent finir, ma fille, ici, il y a quelques mois, elle fait un master en logopédie, il a fait psychologie à Genève. Brian, il a refusé de faire HEC, c'est trop bourge, il a fait HES, parce qu'il voulait du concret. Mais ils ont des attentes. Moi, je m'adresse aux jeunes. Ce que j'aurais besoin, ce que j'aimerais, c'est que les jeunes passent du concret à l'abstrait, du concret à l'abstrait. Et on est tous dans l'abstrait. Alors Bouzineau, un prof de chez vous, sociologie, magnifique. J'ai tout appris sur la bureaucratie, c'était intéressant. Où il y avait Masnata avec son foulard superbe sur l'immanence, 6 mois sur l'immanence. Mais c'est pas comme ça que tu avances. Donc je rejoins tout à fait ce que dit Micheline, je répète, le silo. Et ce que j'attends des jeunes, c'est qu'ils aient une perception politique. Tout est politique et tout est économique. Ils veulent plus des grosses voitures, des grandes sociétés, ils veulent pas gagner des millions. Ils veulent juste vivre dans la cité. J'attends d'une sociologie engagée, solidaire, urbaine. À l'époque, il y avait la sociologie un peu abstraite. Après, l'anthropologie qui a pris le dessus. Beaucoup de jeunes allaient en anthropologie. Il faut revenir à l'anthropologie de la cité. Donc, qu'est-ce que je dis comme entrepreneur? Pourquoi j'ai fait ça? Ce que vous parlez de développement durable. Parce que j'étais en Inde, par hasard. Puis, on fait des écoles parce que j'avais rien à faire. J'avais aucune relation vraiment intellectuelle avec mon partenaire qui est bien âgé, plus âgé que moi. Alors, on ne parlait pas musique, on ne parlait pas sexe, on ne parlait pas culture, on parlait business. Puis, je regardais la rue, il y avait des gens, donc des enfants. Je dis, why don't we open a school? Plenty of school in India. J'ai dit, plenty of school, mon mec, mais il y a plenty of children in the street. Donc, c'est de l'action. Et je ne suis pas là en train de vous faire un espèce de théâtre, mais c'est que... Et puis avec l'âge, parce que pour nous, imaginez que la vie active commence vers midi, quand on est en éducation, et que ça dure jusqu'à 6 heures, il est pour nous plutôt vers 5 heures le soir, l'heure de l'apéro, que nous aurions après. Donc, on n'a plus le temps. Et qu'est-ce qui va? L'académique, ça nous donne certaines... tu sors ton HEC, tu vas voir la banque, machin, un petit peu de culture générale, Sciences Po, machin, là, parfait. Puis après, c'est la vérité, c'est l'énergie, c'est le cerveau droit, c'est l'émotion. Et plus on avance, le problème c'est pour les jeunes, qui gardent leurs émotions, qu'ils arrêtent de rentrer dans des silos, je retiens ce mot, c'est tellement vrai, qui sont prêts à changer d'avis le lendemain. Et puis quand ils lisent un journal, ça devait être obligatoire, ça c'est pour toi Gilles, qu'on met la position politique du journaliste. Et que comme ça, on n'est pas biaisé. Et puis il y a un vrai engagement. Un entrepreneur, il n'est pas là pour... Ça fait 10 ans que je ne suis plus dans le business. Il est là pour faire avancer, pour motiver. L'argent, le cash flow, les CFO, les CO, il faut tous les hauts, c'est bien. Mais il doit revenir à la cité, s'intéresser aux gens, s'intéresser. On fait plein de speeches, il n'y a pas longtemps, j'étais encore là, avec les jeunes, on a lancé des projets d'école, l'explication de la pollution des habits, de la logistique, tout, avec Kleidermachen-Schule, on a reçu le prix de l'UNESCO avec la fondation, un truc magnifique, mais c'est les jeunes. Et les jeunes, qu'est-ce que j'attends d'eux? Qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils ne cherchent pas, comme à Forum Horizon, je me suis fait 8 ans, mais c'est la 8e année. Et qu'est-ce que les petits jeunes veulent le savoir? Ils sont 300. Ils ont 16, 17 ans. Mais mes enfants, ils ont fait 3 fois Forum. Tu sais, papa, ce qu'ils se demandent? Combien je vais gagner? Chirurgien, c'est mieux. Généraliste, c'est nul. Vous ne trouvez pas que c'est grave? Et nous, on a une responsabilité. Notre génération, on doit, parce qu'ils sont bien plus rapides que nous, meilleurs que nous, je pense, c'est normal, c'est l'évolution, on doit juste ouvrir. Et ce qui va se passer là, ce que j'ai vu, c'est très bien présenté, le résumé là, c'est qu'on va enfin être pluridisciplinaire, sans une espèce d'ethnocentrisme de classe ou des termes ésotériques, en Sciences Po, là. Puis, deux facultés ne se comprennent même plus entre elles. Alors comment vous dites-vous que si 2 facultés ne se comprennent pas entre elles, c'est que la personne dans la vie courante arrive à comprendre ses citoyens, ses concitoyens. Voilà. Bien, je crois qu'on va s'arrêter là.
Ça va être difficile de parler. Merci de ce témoignage très personnel. Vous n'avez pas répondu à la question, mais ce n'est pas grave. Non, mais c'est comme ça que ça se passe en général, mais on y reviendra. Je vous la reposerai tout à l'heure. Justement, c'est pour ça qu'on aime vous entendre. Je me tourne vers Madame Molinier. Vous avez été représentante pour le bureau du PNUD, du programme pour le développement des Nations Unies pour le développement à Genève. Le PNUD qui se trouve, j'ai vérifié tout à l'heure, sur le terrain dans 177 pays. Vous êtes une machine à produire des études, des analyses, des statistiques, au fond, entre autres, n'est-ce pas? Au fond, ce que produit l'université, pour vous, ça représente quoi? C'est juste une source de plus? Ou comment voyez ces échanges avec l'université? D'abord, bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. Je disais à mon voisin de gauche que ça va être difficile de parler après lui. Et je suis tout à fait en symbiose avec ce que vous avez dit par rapport au silo et par rapport à l'importance d'une approche pluridisciplinaire, mais je voudrais vous corriger un petit peu. En fait, effectivement, la raison d'être du programme des Nations Unies pour le développement, c'est d'être sur le terrain. C'est d'être présent dans tous les pays en développement et tous les pays en transition qui souhaitent une présence des Nations Unies. Mais l'aspect étude, analyse est extrêmement important pour notre travail, mais notre travail est d'abord, je dirais, un travail extrêmement concret. Ce que nous appelons les activités opérationnelles dans le jargon des Nations Unies, c'est-à-dire que nous avons des interventions de développement à la demande des pays. Alors quand je dis les pays, ce n'est pas seulement les gouvernements, hein, c'est les pays au sens le plus large du terme, parce que nous travaillons beaucoup également avec la société civile, avec le secteur privé et avec les universités. Alors, ce qui caractérise le PNUD, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le paradigme du développement humain. Et là, j'en viens évidemment au lien entre le PNUD et la faculté des sciences de la société. Parce que qu'est-ce que c'est que le développement humain? C'est un modèle, si vous voulez, de développement qui a été proposé par le PNUD en 1990, à une époque où on considérait que le développement se mesurait et s'appréciait en fonction de données purement économiques. Et l'originalité de ce paradigme du développement humain, c'est d'abord de replacer l'homme, au sens avec un H majuscule, au centre du développement, comme l'objet du développement, et de dire que la raison d'être, en quelque sorte, du développement et des interventions des Nations Unies sur le terrain, et pas seulement des Nations Unies, bien entendu, c'est d'élargir la gamme des choix qui sont offerts aux individus et de leur permettre de développer ce que nous appelons en anglais « capabilities », qu'on traduit très mal en français. Je vous laisserai le traduire comme vous le souhaitez. Donc c'est l'homme qui est au centre de ce que nous faisons. Donc ce que nous faisons, c'est d'abord très concret. C'est ce que vous disiez. On est en Inde, on voit des enfants dans la rue et on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que les enfants ne soient pas dans la rue et qu'ils puissent rentrer dans des écoles qui leur permettront d'avoir davantage de choix, de mieux vivre et de faire mieux vivre leur famille. Alors, ce travail, il est à la fois très concret, mais en même temps, il doit reposer justement sur des études, sur des analyses, sur des projections démographiques de qualité. J'en profite pour mentionner qu'il y a déjà 2 partenariats concrets qui ont été signés entre l'Université de Genève, notamment le département de géographie autour de l'approche territoriale du développement, dont l'un des représentants du même département a parlé tout à l'heure, et l'autre autour du développement humain. Et ce qui nous intéresse, c'est que nos interventions, qui sont des interventions transversales, qui sont des interventions qui font appel à l'expertise de l'ensemble des agences des Nations Unies, reposent sur un fondement scientifique et technique qui soit solide. Et c'est pour cela qu'une des choses, je dois dire, que j'ai particulièrement appréciée quand je suis arrivée à Genève en 2007, après avoir passé 15 ans comme représentante du PNUD sur le terrain, c'est d'abord de remarquer qu'il y a à Genève une concentration absolument extraordinaire, à la fois d'organisations internationales, d'universités, d'entreprises privées,
mais également, si vous voulez, des rapports qui se sont établis tout naturellement entre ces organisations internationales et le monde académique. On peut dire que nous ne séparons pas d'un côté la théorie et de l'autre la pratique. Ça n'a absolument aucun sens. Une pratique qui ne repose pas sur un fondement théorique qui est solide, qui permette d'argumenter, parce que croyez-moi que sur le terrain et dans notre travail, on a tout le temps affaire à des gens qui essayent de nous démolir. C'est comme ça, hein, la vie, elle est comme ça. Et il faut pouvoir leur opposer des arguments solides. Donc pour ça, on a besoin de fondements solides. Toutes les études que nous faisons, notamment avec des approches sociologiques, des approches démographiques, pour traiter la question fondamentale des inégalités. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir dans cette table ronde, parce que c'est ça le principal obstacle du développement. Et les inégalités, elles reposent sur des différences sociales, spatiales. La première des inégalités, c'est celle de genre, celle qui fait qu'il y a une différence fondamentale entre les hommes et les femmes, et ça se reflète, si vous voulez, tout le long de leur existence. Si nous n'avons pas ce fondement théorique solide, la démographie, la problématique des migrations qui est au cœur de ce que nous faisons, nos interventions ne seront pas durables. Elles auront peut-être des résultats tout de suite. On se fera plaisir tout de suite, parce que c'est concret, parce qu'on voit des résultats rapidement. Mais 1 an après, 2 ans après, il n'y aura plus d'acquis, il n'y aura plus de durabilité. Donc je ne peux que me féliciter de l'ouverture de cette faculté, et dans la mesure où je suis maintenant, si vous voulez, à la retraite, où je ne suis plus directement en charge du bureau du PNUD, vous assurer qu'en tout cas au niveau du siège du PNUD, l'intérêt de poursuivre ces partenariats très concrets avec donc des étudiants qui viennent faire des stages dans des bureaux du PNUD sur le terrain, ça nous paraît absolument essentiel, et ça contribue beaucoup à renforcer la qualité, la pertinence et l'efficacité de nos interventions. Merci Madame Ligné. Je me tourne vers Anthony Hodgers, conseiller d'État, nouvellement élu, responsable de l'aménagement, du logement, de l'énergie. Vous avez aussi une grande expérience au niveau fédéral, puis vous avez été conseiller national pendant de nombreuses années, 5 ans, merci, 6 ans. Et aujourd'hui, vous empoignez un sujet, enfin un département qui, en termes de sciences de la société, est assez important et complexe. La question du logement en particulier touche à énormément des domaines qui ont été évoqués tout à l'heure. Mais toutefois, je me permets d'être un peu provocateur avec vous, Monsieur Hodgers. On a l'impression que votre département et vous-même avez peut-être besoin d'un peu moins d'études parce qu'il y en a des quantités, des kilotonnes, mais surtout qu'elle a besoin de décisions et d'autorisation de construire. Donc à quoi bon finalement encore? Il faut peut-être passer à l'action, non? C'est méchant, mais bon. Non, c'est absolument pas méchant, c'est maladroit. Je fais mon mea culpa. Non, mais j'ai l'habitude, chaque fois dans les débats avec vous, M. Ricci, de vos provocations, parce que, vous savez, ça me fait penser au débat qui est actuellement à Berne, où des élus fédéraux ont dit dans ce pays, on forme trop d'universitaires, il faut former des apprentis, c'est concret, c'est là où ça se passe. Et c'est cette vision que finalement, d'un point de vue professionnel, on doit être très fonctionnel, très dans son silo, dans le fond. C'est ça qu'il y a là derrière, c'est de demander d'arrêter aux gens de penser le tout pour agir au particulier. Et je pense que si on veut agir de manière efficace, et là, je suis d'accord qu'il y a une certaine critique, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on doit passer à l'action, et c'est parfois ce qu'on reproche aux universitaires, de rester dans l'aspect plus conceptuel. On doit néanmoins passer par le concept. Concrètement, vous parlez des autorisations de construire. Les autorisations de construire à Genève, c'est un service qui vous délivre, qui vous dit si vous voulez construire un petit immeuble sur votre terrain, qui vous dit oui ou non. Alors, cette instance, pour vous dire oui ou non, elle va réunir des préavis de multiples services dans la République. Il peut y en avoir jusqu'à 40. Ben oui, parce qu'il faut voir avec l'Office du logement, il faut voir avec l'Office de l'énergie, patrimoine et site, nature et paysage, transport, sous-sol, gestion des déchets, etc. Jusqu'à 40 préavis. Et chacun de ces préavis qui viennent d'autres services, d'autres silos, sont légitimes. Ils ont chacun une base légale, une loi qui a été votée par les parlementaires. Et donc,
on voit très bien que dans la construction aujourd'hui d'une autorisation de construire, si on est exclusivement dans le concret de ce que vous évoquez, chaque fonctionnaire dans son bureau va regarder, va dire « Ah, ce projet, non, il ne respecte pas cette clause énergétique, alors c'est nine, c'est non. » Et puis, on va lui dire « Pour que ce projet soit valable, il faut refaire le crépi isolant. » Puis après, ce préavis passe chez ses collègues qui sont dans un autre bureau enfermé du patrimoine et des sites. Ils vont dire « Ah non, ce crépi isolant, il défigure le patrimoine. » Alors c'est non s'ils mettent le crépi. Mais vous faites une description de la réalité actuelle ou bien? Oui. Ah d'accord. Oui. Je fais une description de la réalité actuelle à laquelle je m'attaque modestement, mais qui illustre très bien le fait que si vous avez des collaborateurs, qui peuvent être universitaires ou pas par ailleurs, mais qui ont une approche pratique, décisionnelle, en fait, ça marche dans leur secteur d'un point de vue patrimoine, énergie, transport, c'est correct, mais ça ne marche pas dans le tout. Parce que l'aspect général du projet n'aura pas été pensé et pondéré. Et moi, c'est ça que j'attends finalement de mes collaborateurs et de l'académie, c'est-à-dire vraiment l'instance qui, dans la cité, forme les gens à penser le tout, à penser l'exhaustif, l'holistique, c'est d'avoir cette approche-là qui dit « Ok, moi je suis spécialiste en patrimoine, mais mon préavis, je vais le penser en fonction de ce que pourront dire les collègues de l'énergie, de ce que pourront dire les collègues de l'office du logement, etc. » Et je vais être spécialisé, mais en même temps, je vais penser avec les autres. Et ça, c'est une approche fondamentale qu'aujourd'hui, notamment au niveau de la direction des autorisations de construire, je m'efforce d'appliquer avec des vraies tables rondes. Les gens ne décident plus de chacun de leur bureau, mais qu'ils se regardent en face, qu'ils se parlent, mais que plus globalement, j'attends de l'université. J'attends aussi, ça c'est un projet, je me réjouis de ce master en développement territorial, c'est qu'avant, dans mon département, on avait des architectes. L'architecte, c'est précis, c'est un bâtiment, on dessine le plan. Mais aujourd'hui, de plus en plus, ce qu'on a besoin, c'est d'urbanistes. Et l'urbaniste, lui, il pense le vide d'abord, à savoir le vide, savoir les lieux de rencontre, les lieux humains, parce que quand il n'y a pas de matériaux, il y a des hommes et des femmes. Et ce besoin de gens qui sont urbanistes, à savoir qui ne sont pas que architectes, mais qui ont une vision beaucoup plus large, fait cruellement défaut aujourd'hui à Genève. Et du coup, j'ai eu deux directrices générales d'excellentes collaboratrices qui sont parties. Alors, une que la ville de Fribourg m'a piqué, l'autre c'est la ville de Lausanne qui me l'ont piqué, parce qu'on voit qu'il y a tellement peu de gens qui ont ce niveau-là que la concurrence est extrêmement forte. Et on voit aussi que les Français, eux, ont d'excellentes écoles d'urbanistes et sont très bien placés pour acquérir ces postes-là au sein de mon département. Donc j'attends très concrètement de l'université cette capacité à avoir des profils, je dirais, pluridisciplinaires, qui se spécialisent, qui arrivent à une culture de la décision, tout en ayant cette approche holistique, parce qu'il n'y a pas de mutation territoriale, il n'y a pas de société sans une vision globale. Il faut assumer, et je le répète tout le temps à mes collaborateurs, je le répète aussi aux députés, oui, une autorisation, c'est complexe de construire à Genève. Oui, c'est complexe. Il faut assumer la complexité dans le domaine de la mutation territoriale, dans l'aspect sociétal de la mutation territoriale. Cette complexité, elle est renforcée par l'étroitesse de notre canton, elle est renforcée par le niveau d'aggravation législative que chacun fait, que dans son domaine, il y a toujours une loi de plus à faire, mais c'est une réalité, et c'est une réalité qu'on ne peut résoudre que si on a cette approche de la complexité. Et dans ce sens-là, ça ne marchera pas mieux si on n'est que dans la décision. Parce que la conclusion, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des recours. Parce qu'on ne tient pas compte d'une autre politique. Et les recours font qu'on construit très peu à Genève. Donc non, j'ai besoin de l'approche holistique et des gens universitaires qui savent aussi prendre des décisions. Ça, je l'accorde, c'est un autre enjeu. Merci, M. Hodgers. Donc vous avez compris que l'avenir du logement à Genève dépend aussi de vos compétences et de votre action qui viendra soutenir celle de M. Hodgers. Je me tourne vers Gilles Marchand, directeur de la TSR à l'époque, RTS aujourd'hui depuis 2001.
à souligner que vous avez été étudiant en sociologie à l'époque, donc pas en sciences de la société. Je ne sais pas comment vous voyez d'ailleurs, comment vous appréciez ce terme qui a été fort bien expliqué par M. de Barbieux. Dans les descriptions qu'on a vues, les enquêtes qui sont faites, c'est de véritables enquêtes de terrain aussi qui sont proposées dans cette nouvelle faculté, on voit qu'au fond, on pourrait penser que ce qui est entrepris à l'université marche presque un petit peu sur les plates-bandes d'un média comme le vôtre, grand média, qui fait des enquêtes typiquement pluridisciplinaires et que vous retrouvez au fond sur un peu les mêmes thématiques. Alors, est-ce que vous y voyez des possibilités de collaboration et de convergence, ou au contraire, est-ce qu'il y a une forme de concurrence aussi qui pourrait s'établir entre... Vous allez me dire non, je sais déjà, mais je vous pose la question. Est-ce qu'il y a des formes de concurrence sévères et extrêmement combatives entre la télévision et l'université? Ou comment voyez-vous ce rapport? Bon, bonjour à tous. D'abord, je me plais à remarquer que la presse écrite fait à la fois les questions et les réponses, donc... non, je vous la suggère une que je vous connais trop bien. Ouais, je réagissais comme ça à l'envol. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je suis, à mes heures perdues, si j'ose dire, je suis aussi constructeur de bâtiments à Genève, notamment pour l'université. Alors j'abonde tout à fait dans ce que vient de dire le conseiller d'État. Nous avons une certaine dextérité en matière de maîtrise de la complexité. Et vraiment, chaque jour qui passe, je me félicite de voir les bâtiments grandir parce que c'est une affaire assez complexe, parfois plus complexe encore que de fabriquer de la radio et de la télévision. En ce qui concerne la relation avec l'université, elle est très vive en fait, elle est très riche. S'il y a de la concurrence, tant mieux, disons d'une certaine manière c'est stimulant, donc là-dessus il n'y a vraiment aucun problème. Mais moi j'aimerais m'adresser d'abord ici aux étudiants et leur dire en fait que, mis à part le fait que la sociologie mène à tout, mais disons, il y a des débouchés. Il y a des débouchés dans ce que vous faites et dans cette nouvelle faculté qui se met en place, qui est transversale, qui est très intéressante, je trouve, en fonction de la complémentarité qu'on a bien vue dans cet exposé inaugural, eh bien, il y a des choses à faire, notamment chez nous, hein, dans le domaine des médias. Je pense évidemment aux activités de journalisme en général. Je pense aussi à toutes les activités qui visent à comprendre, à observer finalement la manière dont les téléspectateurs, les auditeurs, les internautes, les lecteurs, au fond, interagissent avec les contenus. C'est important de surveiller ça de près. Nous avons des tas de secteurs dans notre maison qui s'occupent de ces questions-là et nous avons besoin de gens qui savent observer la société pour mieux comprendre comment on reçoit nos programmes. Et puis, il y a évidemment tous les gens qui nous aident à faire savoir. Hein. Au fond, on a du savoir-faire, il faut encore être capable de le faire savoir, et c'est pas facile. Donc, tout le monde de la communication est utile. Donc, premier constat, je crois qu'il y a vraiment des débouchés opérationnels, concrets. Évidemment, on ne peut pas engager tout le monde, mais il y a des pistes intéressantes pour les gens qui vont sortir de ces études-là. Et puis, à part ça, de manière plus globale, ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs, c'est que je pense qu'il y a un besoin urgent, essentiel, un peu existentiel même, d'observer, de décoder cette société numérique. Cette société numérique qui nous entoure, littéralement, cette société dans laquelle les algorithmes sont en train de prendre la main, cette société qui vise le prédictif, qui vise à prévoir. Je pense qu'il faut l'observer de près pour la décrypter, pour qu'on arrive aussi un peu à la domestiquer d'une certaine manière. J'ai observé, comme bon nombre d'entre vous, je pense, ce mariage tout à fait improbable entre d'un côté, au fond, les sciences cognitives et de l'autre la technologie, hein, qui donne cette grande aptitude à tenter de prédire les comportements, peut-être contraindre aussi un peu les comportements. Donc la dimension un peu politique, un peu militante peut-être aussi, qui peut sortir de ce genre d'études, c'est celle de comprendre la société dans laquelle on va et de cas en cas de proposer au fond des alternatives, des modèles un peu différents. Donc que ce soit d'un point de vue très global, macro, ou d'un point de vue un peu concret, je trouve vraiment cette nouvelle faculté formidable. Et je disais à Yves Flukiger tout à l'heure en aparté que ça me faisait presque envie de revenir étudier en fait de ce côté-ci plutôt que de celui-ci. Voilà. Merci. Yves, d'accord. Vous êtes ancien journaliste, délégué au CICR depuis 1992, sauf erreur, et vous en avez pris la direction générale en 2010. Vous venez de rentrer de Bagdad, m'avez-vous dit tout à l'heure. Quand on est face à des réalités comme celle-ci, l'impact de vos décisions est extrêmement important dans ces pays-là. Vous êtes représenté dans d'innombrables pays du monde.
lorsque vous êtes dans ces pays-là, comment est-ce que vous appréciez au fond les compétences qui peuvent être dispensées dans une université comme celle-ci et dans une faculté de ce type-là? Est-ce que ça vous est réellement utile ou au contraire, vous êtes, vous, contraint, vous travaillez, vous, avec des spécialistes extrêmement pointus de chacun de ces pays et vous avez besoin d'un niveau de connaissance, vous m'excuserez, chers universitaires, étudiants et professeurs, mais d'un niveau de compétence supérieur, ou en tout cas beaucoup plus spécifique que ce qu'on peut enseigner dans une université. Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui parce qu'effectivement j'ai l'impression que la réflexion que vous faites autour de cette faculté correspond, me semble-t-il, à un besoin très important et je vais essayer de le formuler le mieux possible. D'un côté, au fait, au CICR, on a à peu près 150 métiers différents qui doivent travailler du médecin spécialiste dans la chirurgie des pieds jusqu'au diplomate. Et on doit pouvoir gérer cette dimension-là. Et paradoxalement, dans le monde dont on vit aujourd'hui, j'ai de plus en plus besoin de gens qui ne s'accrochent pas à leur expertise, qui sortent de leur expertise, qui l'utilisent pour se connecter avec celle des autres. On vit un monde extraordinairement complexe, vous le sentez. Moi, j'ai besoin des gens qui ne se bloquent pas avec leur schéma de pensée. J'ai besoin de gens qui comprennent la réalité. Prenez l'exemple de l'Irak, c'est un bon exemple. L'Irak, qu'est-ce qu'on vous propose, l'Irak? Il y a les méchants d'un côté, il y a les gentils de l'autre. Il y a de l'humanitaire et il y a du politique. Il y a de la sécurité et de l'autre côté, il y a, je ne sais pas quoi, de l'économique. En Irak, on est dans un environnement où si vous accompagnez ces lignes-là, si vous lisez cette réalité le long de ces lignes-là qu'on vous offre, vous ne comprenez strictement rien. Et non seulement vous ne comprenez rien, mais vous faites des erreurs majeures. Moi, j'ai besoin d'une université qui réfléchit au confluent, au carrefour, qui nous propose des éléments d'analyse, pas finis, elles ne sont pas finies, des éléments d'analyse, qui nous permettent d'être un peu plus fins dans ce qui est en train de passer. Moi, j'ai besoin d'une université qui réfléchit à la question de l'islam aujourd'hui, et pas de l'islam tel qu'on le vit classiquement dans toutes les études, mais de l'islam et du politique, peut-être, de ce que ça veut dire dans nos sociétés, de la migration. Je vois bien que c'est des questions extrêmement complexes. Donc j'ai besoin, pour répondre à votre question, de gens qui n'ont pas peur de la complexité, qui restent avec une capacité de faire propre. J'étais très sensible à ce que Cornelius disait aussi, qui font le lien avec eux-mêmes, avec un minimum de sagacité, de bon sens. Donc oui, je suis très heureux qu'il y ait une pluridisciplinarité qui s'inscrive. Je sais que c'est un enjeu majeur. Et moi, si j'ai une attente, c'est que ça marche. Et vous y arriviez. Ça me paraît extrêmement important. Et que d'un côté, vous faites votre travail qui est clair par rapport aux étudiants, à vous, tous et toutes, par rapport à ce que vous allez apprendre. Mais aussi, alors ça, franchement, pour l'instant, peut-être parce que nous, on ne sait pas le faire au CICR, je n'arrive pas à utiliser vos compétences pour m'aider à analyser. C'est trop lourd, c'est trop complexe, c'est trop lent. Donc là, j'ai un enjeu de comment est-ce que ça se connecte avec notre réalité, peut-être pas dans un temps donné, et là, je pense qu'il y a un enjeu aujourd'hui sur lequel on doit encore réfléchir. J'ai vraiment besoin que vous nous accompagniez, pas seulement le CICR. Je pense qu'on va dans les années qui viennent, on va dans une polarisation absolument inouïe. Je pense qu'on n'a encore rien vu. Et je pense que dans ce pays-là, on va vivre une polarisation aussi forte. Donc plus que jamais, on a besoin de gens, vous, dans votre rôle de chercheur, d'étudiant, mais aussi de citoyens et de citoyennes, qui arrivent à dépasser la polarisation, qui arrivent à déconstruire peut-être les grandes questions pour proposer des éléments d'analyse. Donc, on va être face à une complexité extrême, et il y aura énormément de volonté de pouvoir la réduire, cette complexité, je vois bien. Et donc, une faculté, une université qui réfléchit différemment, qui prend le risque, qui propose des éléments d'analyse, je suis très heureux. Qu'elle le fasse d'ailleurs à Genève, pour moi, Genève est un endroit qui aujourd'hui n'est pas à l'écart du monde, au contraire, qui est en lien très étroit avec le monde. Qu'elle le fasse à Genève, mais s'il vous plaît, ne vous concentrez pas que sur la rade. J'ai besoin que vous pensiez à autre chose. Merci. Voilà, vous avez abordé au fond la deuxième question que je voulais traiter ici avec vous, qui est celle qui s'adresse plus directement aux étudiants qui sont nombreux dans cette salle. C'est au fond, dans vos activités respectives, quels sont les besoins en termes de profil? Alors je sais qu'évidemment vous avez besoin de profils extrêmement divers. Vous avez dit qu'il y a 150 métiers chez vous, il y en a beaucoup à la télévision, que je connais un peu mieux que d'autres peut-être. Il y en a énormément à l'État.
mais au fond, quels sont les profils humains que vous souhaiteriez voir arriver comme candidat chez vous? Monsieur Cornelius, vous l'avez aussi abordé un petit peu, mais est-ce que vous pourriez le définir très concrètement? Quel est le bon candidat pour venir travailler chez Switcher? Et cette fois, répondez à ma question. Est-ce que là, je vais répondre à la question, je te promets. D'abord, oublie Switcher, je suis d'autres sphères, la traçabilité, là, mais si je me replonge il y a 15 ans. S'il vous plaît, ouais. Alors, l'étudiant. Voilà. Oui, je crois que c'est mieux. Ouais. Trop d'énergie, voilà, très bien. Voilà. Alors, par rapport à l'étudiant, c'est un peu suite à une analyse jungienne que j'avais faite il y a déjà 15 ans, qui est un peu plus d'anima par rapport à l'animus. Vous définissez anima, la valeur féminine, animus masculine, parce que l'étudiant va être le décideur de demain, il va être l'influenceur de demain, et je vois que dans toute société, que ce soit sur le domaine des SA, le privé, puisque je suis censé représenter le privé, c'est qu'il y a une société qui est féminine, qui est à l'écoute, qui est capable de s'excuser, de communiquer avec sa clientèle, avec les concurrents. C'est plus des concurrents, c'est des collègues. Il y a un côté, le courage féminin d'introspection, puis de s'adapter. Donc, ça veut dire qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, elle doit faire du bien, elle doit être aimée par son public et pas seulement respectée, elle doit participer au collectif. Alors, si ces étudiants ne s'intéressent pas en termes de hiérarchie, organigramme, cash flows, marketing, tous ces trucs, et puis qu'ils ont une approche un peu plus empathique, ils vont sortir. Tandis que comment dire cela, toutes les sociétés qui étaient plutôt orientées animus, un peu masculines, ce qui domine l'hémicycle, tous les hémicycles du monde, c'est une catastrophe, parce que les valeurs masculines sont issues de la peur, toujours de gagner, prodère, c'est très complexe. Alors un étudiant ou une étudiante, c'est pas une question de sexe, hein, qui a ces valeurs féminines, je me méfie beaucoup de l'étudiante, vous savez, une petite jupe machin truc, un peu autoritaire, qui veut prouver qu'elle aussi, alors ça c'est ce qu'il y a de pire, mais la féminité dans l'analyse, le dialogue, qui sont capables d'aller vers son collègue et dire « c'est bien ce que tu as dit, mais moi, je peux te proposer quelque chose dans ton département, ou je sais pas, le marketing et là où les achats, à base de dire « attends, moi je t'explique, là, il peut faire mieux ». Savoir se glisser avec l'autre, on doit vivre ensemble, que ce soit du business, de la politique, et c'est une forme de politique économique, politique sociale. Je pense qu'un étudiant, moi j'avais des problèmes parce que j'intervenais tout le temps, et puis, sauf à l'UNI, on ne peut pas, on était des tas de gens, mais j'avais une bonne relation avec les profs, parce que je posais des questions parfois idiotes, puis qu'à la fin, ils m'expliquaient pourquoi ils étaient idiotes, puis après on était copains. Mais je dialoguais, et je respectais, ces étudiants, on a tout plein qui viennent chez nous, enfin chez Switcher, faire des stages, on a eu je ne sais plus combien de travail, de master qui ont été faits sur nous, parce qu'ils sentent une boîte qui est féminine, qui ne va pas être sévère. Il faut leur enlever la peur, qu'ils se sentent à l'aise, ils peuvent se planter. Et je travaille, je suis jeudi ici avec Nexus, une association d'étudiants internationale, pour lancer le forum des étudiants. Il faudrait qu'en politique, ces étudiants et ceux qui s'intéressent à la politique, intéressez-vous à la politique, qu'il y ait 20% de moins de 25 ans, moins de 30 on va dire, c'est déjà pas mal, 25 ans, 20% plus de 60 ans, parce que mettons, toute la politique, elle est toujours la même tranche d'âge, 40, quadra-quinquat. Et c'est dommage, parce que vous avez le rêve, et vous ne savez même pas ce que vous voulez étudier, mais vous voulez apprendre. Mais il faut vous guider. Si j'avais une société, j'engagerais des gens qui peuvent se permettre d'être arrogants. Quand on est arrogant, c'est qu'on n'est pas sûr de soi, c'est normal. Et c'est typique, et c'est très masculin d'ailleurs. Et que cet étudiant, il ait du plaisir à étudier, du plaisir à trouver un job. Moi, je vois, c'est fantastique. Et voilà, et donc l'étudiant, soyez un peu féminin. Ça paraît bête ce que je dis, mais c'est mon mot, c'est mon silo. Comme Micheline dit silo, moi c'est soyez féminin dans l'approche. D'accord. Monsieur Canaan, sur ce point, votre candidat idéal que vous allez recevoir dans votre bureau.
Alors c'est une bonne question, est-ce que je fais suffisamment parler de ma féminité? Mais plaisanterie mise à part, il y a certainement quelque chose là-dedans, effectivement, par rapport à des rôles classiques. On voit dans l'administration municipale où on essaie de faire la promotion, déjà tout simplement et très concrètement, des femmes cadres, donc d'éviter qu'on ait que des gardes masculins et des employés féminines, qui peut être le cas dans certaines sections de l'administration. Les choses évoluent. Et forcément, ça change les schémas, non pas selon un schéma binaire, parce que c'est pas comme si les femmes réagissaient de la même manière et les hommes d'une autre, mais ça modifie effectivement les choses, et puis c'est un engagement qui touche pas seulement l'administration, mais aussi l'action publique. En termes de débouchés, parce qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants dans cette salle, j'imagine, ceux qui commencent ou ceux qui sont déjà en 2e, 3e, 4e année, et ainsi de suite, qui s'intéressent quand même à la question. Le fait que vous ayez choisi cette faculté, enfin une des filières de cette faculté, est bon signe pour votre perception du marché du travail, parce que je me rappelle à l'époque où moi-même j'étais étudiant, et j'étais très actif, c'est là que j'ai fait d'ailleurs ma formation politique finalement, dans la politique universitaire, comme on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire le fonctionnement du système universitaire, son sens, sa vocation, son positionnement dans la société. Évidemment, on revendiquait la cogestion des universités à l'époque comme étudiant, évidemment, voilà, c'était une belle époque. Au moins le droit de participation, au moins un droit de participation dans les circuits universitaires. À l'époque, évidemment, c'est normal, le corps professoral et les responsables disaient non mais attendez, vous faites que passer 3-4 ans, vous n'y comprenez rien, vous n'allez quand même pas co-décider avec nous des plans d'études tout de même, soyez sérieux. Ou encore pire, lorsqu'on a demandé un droit de participation dans les nominations des professeurs, vous imaginez évidemment, là c'est inimaginable, quoi, c'est iconoclaste au possible, puis on disait oui mais un autre regard, ça peut rendre service, parce que ça évite le maintien d'expertise peut-être en partie dépassée, où il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'autre regard. Mais pourquoi j'en parle, c'est parce que la chance de cette faculté, c'est qu'elle est en apparence pas dans l'utilité immédiate ou dans la rentabilité immédiate. Pour ça, il faut aller, je ne sais pas, à HEC ou je ne sais pas où. Or, les études ont montré que les débouchés étaient finalement assez nombreux. Ils ne sont pas toujours ceux qu'on croit, vous l'avez vu à cette table. Gilles Marchand, sociologue, il est patron de la RTS. Moi, j'ai physique et Sciences Po, il se trouve que je suis un élu local. Antonio Holger, ça fait HI et développement, il est maintenant au Conseil d'État. Micheline Calmiré a fait un parcours qui est très polyvalent, mais qui est aussi public, mais aussi dans le privé. On a vu avec l'entrepreneur privé. Ça peut mener à beaucoup de choses et pas ce qu'on croit au début. Et c'est l'avantage parce que c'est très polyvalent. Je pense qu'il y a une plus grande ouverture d'esprit, une plus grande polyvalence. Et on l'a dit, tout le monde l'a dit à cette table avec des mots différents. Aujourd'hui, il faut la polyvalence, il faut de l'ouverture. Il faut se remettre en question, ce que j'aimais bien l'idée des éléments d'analyse, c'est-à-dire qu'on aborde des vrais éléments d'analyse, mais on se rend compte que ce ne sont pas ni exhaustifs, ni définitifs, ni gravés dans le marbre. Une collectivité, alors comme la ville, pour parler concrètement, on engage évidemment pas mal de gens issus des disciplines couvertes par cette faculté, souvent des fonctions polyvalentes, ça peut être de l'encadrement comme ça peut être des fonctions d'analyse ou de gestion de projet, de communication. On va sortir pour la première fois cette année en novembre, mon département, donc culture et sport, un rapport sur les publics, parce que finalement on est quand même là pour quelque chose, c'est les publics. Donc on va publier qui fréquente, on a pris les musées comme premier exemple, on va publier qui fréquente nos musées, quels sont les profils des gens. Là évidemment ça parle aux sociologues, ça parle à plein d'autres. Donc on se rend compte qu'en fait les débouchés sont nombreux, ils existent, c'est pas toujours immédiatement visible. C'est que là qu'une expérience pratique, ça peut aider, Et alors là, pour terminer, on en parlait avec ma voisine, avec Micheline Calmiré, on était quand même ensemble dans les mêmes années au Parti Socialiste, à militer ensemble. Je ne veux pas tomber dans le cliché que tout étudiant doit être militant, mais vous avez un apport à mener à vos échelles respectives dans des domaines variés où il faut vous intéresser à la société. Après le 9 février, les étudiants sont tout à coup rendus compte qu'on avait décidé de leur sort au niveau européen et qu'ils n'avaient pas vu passer le POC. Certains n'ont même pas été votés, se sont dit peut-être j'aurais dû me lever ce dimanche matin, ou on peut en plus voter par correspondance maintenant. Je pense que ce n'est pas seulement un choix, c'est une obligation de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Ça peut être dans le quartier, dans la ville, dans le pays, dans l'Europe. Je crois qu'il y a une vraie responsabilité et une responsabilité de savoir pourquoi d'autres qui ne sont pas universitaires s'intéressent ou pas à ce qui se passe dans la société. Parce que moi aujourd'hui je constate, dans notre société de consommation quand même très individualiste, pour prendre des vieux concepts marxistes du 19e, c'est pas peu dire, qu'on a un phénomène d'aliénation, c'est-à-dire que les gens n'ont même plus l'impression de pouvoir influencer leur société, leur collectivité. Et ça, c'est évidemment très grave, parce qu'il y a une forme d'abandon du rôle de citoyen qui est fatale, parce que ça rend le système d'autant plus manipulable par des petits groupes. Donc là aussi, on a une responsabilité, aussi bien étudiants qu'évidemment enseignants que élus, à travailler sur cet enjeu qui me paraît fondamental.
Mme Calmiret souhaitait intervenir, M. D'accord, je crois, et Gilles Marchand. Alors allons-y dans l'ordre. Mme Calmiret. Merci beaucoup. Oui, moi je pense que le monde d'aujourd'hui a beaucoup changé, qu'on vit dans un monde qui est globalisé, ce qui fait qu'on a le sentiment peut-être en vivant ici à Genève qu'on ne décide plus rien et on devient indifférent aux choses. Je crois qu'au contraire, on a besoin de gens qui comprennent ce qui se passe dans le monde, qui comprennent comment ça fonctionne, parce qu'on vit dans un monde en transition et il faudra repenser les normes et les valeurs. Et ça veut dire qu'on ne peut pas repenser les normes et les valeurs avec un manuel de mathématiques. Enfin, peut-être, j'en sais rien, mais pas moi. Et donc, il faut des gens qui comprennent, et cette faculté a l'ambition de faire comprendre le fonctionnement de la société, le fonctionnement des États, le fonctionnement des sociétés, le fonctionnement des communautés. Et ça, je pense que c'est très important. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il faut des gens engagés. Et je voudrais parler du rôle de l'université. Parce que cette faculté a aussi l'ambition d'ouvrir la fenêtre. C'est-à-dire de faire entrer un peu d'air de l'extérieur à l'intérieur. Moi, j'en suis un exemple. Hein. Je veux dire, je viens de l'extérieur du monde académique et j'apporte une expérience qui est la mienne. Je crois que l'université a aussi, le monde scientifique et le monde académique ont aussi un rôle à jouer dans ce qui se passe dans le monde. Si vous regardez très pratiquement la Convention d'Ottawa, elle a été, je ne dis pas mise en œuvre, elle n'a pas été inventée par des scientifiques, mais le monde académique a beaucoup contribué à ce qu'en matière de développement durable, d'interdiction des mines antipersonnelles, tout ça c'est basé sur l'implication, l'engagement de scientifiques qui ont apporté leur expertise et qui fait que finalement le monde entier a commencé à réfléchir au changement climatique, a commencé à réfléchir à l'utilisation de certaines armes. Et je pense que là, la communauté scientifique a eu un rôle très très important et il faut qu'elle s'ouvre plus. Je pense notamment au problème de la migration, qui est un problème global, qu'on ne va pas pouvoir résoudre dans nos petites frontières suisses, ni encore moins dans nos frontières genevoises. Le problème de la migration est un problème extrêmement émotionnel aujourd'hui. Et là, le monde scientifique peut apporter un peu d'expertise, peut apporter un peu de rationalité dans un débat qui est devenu irrationnel, émotionnel. Et donc, cette faculté me paraît avoir tous les éléments en main pour former, des personnes qui sont adaptées au monde d'aujourd'hui, des personnes qui pensent global, qui agissent global, qui réfléchissent d'une façon holistique, comme disait monsieur Hodgers, en tant que communauté scientifique, elle a un rôle à jouer. Moi, je serais... militant, c'est un mot qui a une connotation qui est devenue un peu négative, mais je crois qu'il faut la réutiliser, même pour le monde scientifique. Après tout, il y a des choses à dire dans le fonctionnement des choses. L'université et le monde académique ont une expertise et il faut la faire valoir aussi pour la traversée de la Rhône. Merci. Je vois que progressivement on glisse vers ce qui était la troisième thématique, c'est au fond quel doit être l'apport de l'université au processus démocratique également. Et pour prendre un exemple très concret, prenons la votation, vous l'avez évoqué, la votation du 9 février sur l'immigration. Dans quelle mesure est-ce que l'université, une faculté comme celle qui s'ouvre aujourd'hui, quel doit être son travail d'analyse en amont, quel peut être son apport et quelles sont les attentes de la société civile, voire de la société médiatique, et je me tourne à Gilles Marchand que je vais prendre la parole, comme apport universitaire à ces problématiques sur lesquelles le citoyen va devoir s'exprimer et prendre une décision. Comment voyez-vous là le rapport université et opinion publique au sens large ? Je pense que l'apport, c'est de faire savoir ce qui a été décodé. Si on reprend l'exemple de ce qui s'est passé en février, j'ai entendu le monde universitaire de manière générale extrêmement précis, efficace, pugnace après. Et alors évidemment, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, du messager qui apporte la mauvaise nouvelle. On dit, mais est-ce que les médias ont donné suffisamment de place avant ? D'aucuns diront que non, d'autres répondront qu'à ce moment-là, il n'y avait pas grand monde pour venir défendre les positions. Bref,
dans le couple complexe entre médias et université, qui est un couple essentiel à la société, je pense, eh bien, cette capacité à diffuser l'information, à faire relayer cette information auprès du public, ça c'est très important. L'université doit apprendre aussi à travailler avec les médias, de manière à ce que, au fond, ce qu'elle décode, ce qu'elle observe, soit véhiculé. Mais je voulais encore dire juste un tout petit mot concernant l'entrée, l'intégration des étudiants dans le monde du travail, en prenant notre exemple concret. Nous sommes environ 2000 et nous avons aussi des dizaines de métiers différents. Et ce qui est assez paradoxal et intéressant peut-être pour vous, c'est qu'au fond, nous avons à la fois besoin de formations pointues, de gens qui disposent d'un niveau, disons, de connaissances dans certains domaines assez précis, mais nous avons aussi besoin de gens qui ont une expérience de vie qui, au fond, ne se résume pas à ce qu'ils ont appris à l'université. En clair, quelqu'un qui a un bon cursus universitaire, puis qui ensuite a fait un petit break, est parti 1 an ou 2 à l'étranger, bossé dans un autre domaine, parle plusieurs langues, a une expérience personnelle, disons, qui lui permet d'être un peu plus polyvalent quand il revient, alors il sera évidemment privilégié, parce que tout simplement nos structures, nos organisations, notre activité est incertaine, nous sommes constamment en train de repenser la façon dont on fonctionne, et on ne peut pas vivre avec des gens qui sont trop rigides dans leur fonctionnement personnel. Et donc cette capacité au fond à accepter l'incertitude, à la domestiquer, eh bien, elle est véritablement une vraie valeur ajoutée. Donc moi j'incite les étudiants pendant leurs études ou à la fin des études, une fois que disons, la matière de base est plus ou moins acquise, je les incite véritablement à aller voir un peu ailleurs ce qui se passe, prendre l'air pour le ramener ici, quoi. Merci. Monsieur d'accord. Je crois que vous vouliez aussi intervenir sur le profil, un peu la formation des étudiants. Juste pour dire qu'en fait, nous, ce qu'on recherche de plus en plus, ce qui est assez logique, on est toujours dans une organisation comme le CICR à la recherche d'un équilibre. Donc on a énormément professionnalisé finalement nos réponses. C'est simplement lié au fait que les gens qu'on sert aujourd'hui, ils ont des demandes très précises. Ils comparent, ils cherchent. Ils ne veulent pas des médecins qui sortent juste de l'école et puis qui viennent tester chez eux, qu'on vienne tester chez eux leur expertise. Ils veulent des gens très pointus, ils veulent des services de grande qualité. En même temps, plus on a des experts, plus aujourd'hui au CICR, on a besoin d'avoir des gens qui puissent connecter les différentes compétences, vraiment. Et l'expression la meilleure en anglais, c'est « connect the dots ». On a vraiment besoin d'avoir aujourd'hui ce qu'on appellerait chez nous des généralistes, plus que jamais. Des gens qui ont la capacité de pouvoir, au fond, se mouvoir dans une réalité complexe, utiliser un certain nombre d'instruments qui leur permettent de pouvoir avoir un élément de tendance. Et ce qu'on cherche, nous, de plus en plus au CICR, c'est à la fois d'agir dans le quotidien, mais aussi de s'inscrire dans des grandes tendances. On doit les comprendre. Au CICR, vous ne comprenez pas la Syrie si vous ne comprenez pas des enjeux climatiques. Vraiment. Hein, il y a des enjeux très importants par rapport aux enjeux climatiques en Syrie. Si vous dites, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut avec les climats, il est vrai aujourd'hui que vous avez un enjeu dans toute la région du Moyen-Orient et si vous descendez plus bas du Sahel, qui sont très profondément liés au changement climatique. Pour prendre un exemple, on voit très bien que les politiques de la santé en Europe vont être massivement influencées aussi par les changements climatiques. Dans les sociétés totalement aseptisées, on voit arriver des maladies, regardez bien avec attention, le malaria, le dengue, etc., qui vont nous toucher de façon de plein fouet. Si vous ne comprenez pas ces enjeux, si vous ne pouvez pas combiner ça, c'est extraordinairement difficile pour une organisation comme la mienne de réfléchir un tout petit peu en prévision. Donc oui, on a besoin de gens qui puissent être des généralistes et le faire le sens entre les différents éléments. Par contre, une demande pour cette faculté. Ne bloquez pas vos frontières. Parce que vous avez choisi un certain nombre de compétences, c'est intéressant, mais moi j'aurais rajouté d'autres compétences. Donc une des questions que j'ai pour vous, un des débats que je me réjouis à vous, c'est où est-ce que vous vous arrêtez? Vous pouvez dire qu'il y a une limite, évidemment, les sciences de la société. Mais je trouve assez intéressant les choix que vous avez faits, et j'ai quand même, si je peux me permettre, un regard critique, mais aussi interrogateur, c'est qu'au fond, je vois aujourd'hui que vous avez mis ensemble un certain nombre d'études qui existaient. Et vous les avez mis ensemble. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous allez faire dans les années qui viennent? Est-ce que vous allez faire des ponts? Comment est-ce que vous allez, par exemple, faire un pont avec un élément qui m'intéresse beaucoup, que je n'ai pas vu ce matin, qui est toutes les questions d'analyse sur la sécurité. Aujourd'hui, il y a une spécialisation sur les questions de sécurité très pointues, qui sont souvent à part et qui ne sont pas intégrées du tout, à mon avis, suffisamment, si je peux me permettre, avec le monde universitaire. Je pense que là, il y a une réflexion à faire. Et faites attention, il y a un domaine qui me frappe, et beaucoup de moyens aujourd'hui, sur une lecture très sécuritaire du monde. Je pense que vous devez vous
vous devez vous connecter plus, je pense que ça se fait. Mais mon message principal, ce serait, quand on fait du pluridisciplinaire, être suffisamment dynamique, et je sais que c'est un cauchemar, j'imagine, en termes de gestion, mais suffisamment dynamique pour que la frontière ne soit pas figée pour les 15 prochaines années. Merci. Madame Molinier, vous souhaitez intervenir sur ce point? Oui, merci. Simplement pour compléter ce qui a déjà été dit et auquel je souscris pleinement, je crois que le type de personnes, de profil que nous recherchons, ce sont des personnes qui comprennent qu'au départ, le métier du développement, c'est de résoudre des problèmes, par définition. Tout notre travail consiste à essayer de résoudre des problèmes. Donc ce qu'il faut, ce sont au-delà du socle de compétences. Si vous regardez nos annonces de vacances de poste, vous verrez qu'il y a 3-4 lignes par rapport aux qualifications requises et 3 pages par rapport aux compétences. Et ça, c'est quand même assez significatif. Qualification, bien sûr, un master dans les disciplines que vous êtes en train de préparer, d'autres aussi, bien sûr le droit par exemple, l'économie bien évidemment, mais les disciplines que vous êtes en train de préparer sont tout à fait au centre de nos préoccupations. Mais si j'ose dire, au-delà, c'est une question d'attitude. Il faut avoir la passion du travail. La passion, engagez-vous passionnément dans ce que vous faites. Dites-vous bien que ce que vous ferez, ça sera une succession de problèmes et que vous ne pourrez jamais les résoudre tout seul. Donc toujours, vous en parliez, hein, la capacité, si vous voulez, de travailler avec des collègues. Un mot fondamental, c'est l'empathie. Ça, c'est une chose que moi j'ai apprise moi-même de par mon métier, en étant une praticienne du développement. J'ai été capable, mais on m'a aidé, hein, mais j'ai été capable de développer de l'empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de la personne, que ce soit votre interlocuteur, votre partenaire, ou, et là c'est encore plus important, vu la diversité et la complexité du travail que vous faites, la personne qui est votre antagoniste. Si vous n'êtes pas capable de comprendre le point de vue de la personne que vous confrontez, vous n'arriverez jamais à résoudre le problème que vous devez résoudre. Lié à l'empathie, je dirais la capacité d'écoute. Et là, je rejoins aussi ce que vous avez dit, sans rentrer peut-être, même si je suis assez d'accord avec ce que vous dites sur l'approche masculine et l'approche féminine, l'animus et l'anima, il y a chez beaucoup de gens une tendance à considérer qu'ils ont la réponse et qu'ils savent en fait ce qu'il faut faire. Et encore pire, des gens qui viennent dans des pays où effectivement on a besoin d'eux et qui arrivent en pensant qu'ils ont la solution aux problèmes qui se posent au pays. Et si vous n'avez pas la capacité d'écouter des personnes qui vivent sur le terrain, qui vivent au quotidien les problèmes dont on espère que vous pourrez contribuer à les résoudre, là encore, vous n'y arriverez pas. Donc une capacité d'écoute, l'empathie, la passion pour ce que vous faites. Et je dirais que le pire ennemi, finalement, le principal problème auquel nous sommes confrontés, vous en avez parlé, c'est la polarisation. C'est en fait la polarisation qui porte en elle, si vous voulez, les germes de toute l'instabilité, les conflits. Et c'est ça qui explique, à mon humble avis, même si je n'étant pas suisse et n'ayant pas encore résidé suffisamment longtemps ici, eu l'occasion de voter, ce que je regrette beaucoup, mais quand j'aurai l'occasion de le faire, ce qui me frappe, c'est que les débats autour des sujets, des votations, ils sont extrêmement polarisés parce qu'ils sont inspirés, si vous voulez, par la peur, c'est ce que vous disiez également, et par une vision très à court terme des problèmes. Juste un mot, en 2009, nous avons sorti un rapport sur le développement humain qui s'intitulait « Mobilité et développement humain », qui portait sur la problématique migratoire. Et en le lisant, j'ai découvert un certain nombre de choses que je n'ai pas honte de le dire, moi-même je ne le savais pas. Quand on parle de migration, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des hordes de personnes des pays pauvres qui se précipitent sur les pays riches. Si vous regardez les chiffres, vous verrez que l'essentiel des migrations ne se produisent pas des pays du Sud, comme on dit, vers les pays du Nord. Ça se produit à l'intérieur des pays dans les mêmes régions. Ça, c'est un fait, c'est quelque chose d'indiscutable. Autre chose, vous qui étudiez la démographie, les projections démographiques des Nations Unies sont les Nations Unies qui ont on va dire, qui sont chargées
de faire des projections démographiques pour le monde, pour les régions, pour les différents pays. Qu'est-ce qu'elle montre très clairement? Qu'il y a des tendances extrêmement profondes qui ont commencé il y a un certain nombre d'années et qui vont se poursuivre de façon absolument inéluctable, et qui fait que l'équilibre des pouvoirs entre les pays développés, entre guillemets, et les pays en développement et les pays émergents est en train de changer profondément. Et au cœur de tout cela, vous avez des questions démographiques et donc, inévitablement, des questions de flux migratoires qui sont liées au vieillissement des populations et à l'émergence de populations plus jeunes. Donc, ce que vous faites est vraiment la réponse, si vous voulez, à ce dont nous avons besoin. Merci. Monsieur Hodger, je crois que vous vouliez intervenir aussi sur la question du rapport sur le processus démocratique, université, apport de l'université. Effectivement, parce qu'on a beaucoup parlé durant cette heure de l'université comme finalement machine à fournir des collaborateurs pour nos différentes institutions. J'aimerais quand même insister sur le rôle de l'université en tant qu'institution, c'est-à-dire par Mme Calmiret notamment, mais c'était repris. C'est un lieu, évidemment de savoir, mais c'est un lieu de raison. Moi, je fais de la politique depuis une vingtaine d'années, et c'est vrai qu'une des caractéristiques de la politique, c'est que les émotions, au bout d'un moment, si elles sont majoritaires, l'emportent en fait. Ça a été dit sur les débats sur la migration, ça c'est indéniable. J'ai fait 6 ans à Berne et en commission des institutions politiques, je l'ai même quitté tellement ça me paraissait irrationnel ce qui s'y disait, ce sur quoi les gens se basaient pour voter des lois avec des témoignages personnels du voisin kosovar, je ne sais pas quoi, et tac, ça fait une loi fédérale qui impacte des centaines de milliers de personnes dans notre pays, je n'exagère même pas. Et sur les éléments de sécurité, ça c'est quand même l'autre élément très, très irrationnel sur lequel, voilà, il y a évidemment une hystérie qui fait que les moyens se développent. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que si demain il y a une majorité de la population qui pense que la Terre est plate, vous aurez, par la force de la démocratie, au bout d'un moment, une majorité du Parlement qui dira que la Terre est plate. Mais forcément, en fait, parce que ceux qui diront non, non, elle est ronde, ben, ils ne seront pas réélus la fois d'après, et peu à peu, vous aurez finalement ce que veut dire la démocratie, à savoir une démocratie représentative où les autorités représentent le peuple. Et vous, l'université, vous notamment les facultés en lien avec les enjeux de société, vous êtes ce rôle de contre-pouvoir, même au bout d'un moment quand l'ensemble dit que la Terre est plate, non. Nous, on dit que la Terre est ronde et vous avez ce rôle de raison, de maintenir le discours de la raison face souvent au discours de la passion, des émotions qui peut avoir toute son irrationalité. Et ça, j'aimerais quand même le souligner, c'est un des rôles qu'ont les facultés, au cas de l'université d'une manière générale. La sphère plate interpelle notre physicien, je crois. Oui, j'ai quelques souvenirs, même s'ils sont distants maintenant de mes études de physique. Ce que je voulais dire, c'est que l'exemple d'Otto Jolgers à ce stade, il est encore hypothétique, mais malheureusement plausible. On a déjà un exemple déjà beaucoup plus concret qui déroule toute sa perversité, c'est le créationnisme. On prend un autre exemple où on voit peu à peu aux États-Unis des États des États-Unis d'Amérique, des écoles, qui finissent par plier devant la pression des parents, des lobbies, qui réintroduisent les théories créationnistes comme étant équivalentes aux autres théories de l'évolution humaine. On relativise tout. Toute proportion gardée, c'est la même chose dans les droits humains. C'est un vieux débat. Est-ce que les droits humains sont universels ou pas? Les conventions de Genève, tout cet arsenal qui est censé discipliner, dans le bon sens du terme, de civiliser nos relations. Les conventions de Genève, on vient de fêter les 150 ans cette année, étaient censées, entre guillemets, humaniser la guerre, avec tout ce que ça a évidemment de relatif. Eh ben, certains disent non, non, les droits humains, c'est une invention occidentale. La lutte contre la torture, l'égalité homme-femme, nous, on a d'autres normes. Ben, effectivement, on est dans une période de ce point de vue-là qui relativise tout, mais en général pas vers le progrès, comme par hasard. Tout à coup, le relativisme devient à la mode, mais quand il s'agit de régresser, enfin de mon point de vue. Et alors, si je reviens très prosaïquement à Genève, je suis quand même maire du centre de l'agglomération, l'émotion qui prend le pas sur la raison, on l'a même dans nos débats locaux, sur les frontaliers. L'université a beau dire, j'ai vu avant le professeur Flukiger, mais qui s'occupe beaucoup de questions d'emploi et qui pourra en témoigner, on a beau répéter que les frontaliers ne prennent pas les emplois aux Genevois, les forces politiques qui exploitent cet argument-là font des progrès électoraux. Ils ne sont pas encore majoritaires, mais enfin, ils ont quand même un sacré poids au Parlement cantonal, dans un certain nombre de parlements municipaux.
lorsqu'on explique que lorsque le taux de chômage augmente à Genève, il augmente encore plus vite en Haute-Savoie et dans l'Ain, et donc en fait ils sont encore beaucoup plus touchés que nous par la concurrence sur le marché du travail, ça passe pas non plus. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui une période où, on parlait du siècle des Lumières, enfin l'âge de raison, recule clairement. Et c'est un défi qui probablement passe pas seulement par l'université, évidemment, il passe aussi par l'ensemble des acteurs de la société. Et comment traiter les peurs? Parce qu'il s'agit de ça, hein, c'est des peurs identitaires, c'est des peurs pour l'emploi, c'est des peurs pour l'existence, mais qui sont utilisées par certains comme un instrument politique pour prendre le pouvoir. Et ce week-end, le président du Parti socialiste suisse a clairement dit qu'il considérait que l'UDC devenait fascisante dans sa manière... Fascistoïde, merci de la correction. Fascistoïde, je pense dans certains éléments il a raison, et malheureusement on va ressurgir des phénomènes qu'on a vus dans les années 30. Merci, donc on comprend que l'université est un lieu politique, et reste un lieu politique, c'est important. Moi j'aimerais retourner un petit peu il nous reste 5 minutes, j'aimerais très rapidement avoir vos opinions sur la façon au fond dont l'université évalue votre propre action politique. Est-ce qu'elle fait ce que vous attendez d'elle? Est-ce que vous êtes confronté à l'université en tant qu'interlocuteur, analyste de votre action? Est-ce que vous en saurez plus ou peut-être moins aussi? Peut-être Madame Je fais partie de l'université. Bien, c'est juste, vous avez raison, il y a une double casquette là qui se prête assez mal à l'exercice, quoique vous arrivez à vous isoler. Vous arrivez à travailler en silo aussi de temps en temps. Bien. Non, moi je ne travaille pas en silo. Jamais, d'accord. Non, j'essaye d'éviter de travailler en silo, parce que c'est vraiment pas du tout efficace dans le monde d'aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que l'université, je le vois maintenant depuis l'intérieur, s'ouvre à l'extérieur, s'ouvre à des apports extérieurs, et s'ouvre à une action éventuelle, à la participation à la cité, au débat dans la cité, aux problématiques qui agitent la communauté, les sociétés. Et ça, je trouve que c'est très positif, parce que philosopher pendant des heures sur l'immanence, je ne sais plus qui a dit ça, c'est certainement très utile, mais enfin, voilà, les gens n'y voient pas vraiment le lien avec les problèmes qui nous préoccupent. Et je pense que c'est important que la communauté scientifique intervienne dans le débat politique, intervienne dans la vie de la cité, avec le résultat des études qu'elle a menées jusque-là. Et je trouve ça, c'est vraiment ce que fait l'Université de Genève. Mais comme vous dites, moi j'ai double casquette, donc je ne suis pas crédible là-dessus. Monsieur Marchand, au fond, le rôle, on l'a dit, est très important en matière de formation de l'opinion publique. La façon dont vous travaillez est cruciale dans ce domaine-là. Est-ce que vous avez l'impression est-ce que vous êtes sous observation de l'université, et surtout est-ce que l'université vous aide peut-être à parfois corriger le tir, à vous remettre en question, ou comment vous procédez à l'amélioration au fond de vos contenus, de votre vision du monde, de la Suisse, du canton? Bon, il est vrai que nous sommes sous observation. Notre autorité de tutelle, qui est en Suisse l'OFCOM, donc l'Office fédéral de la communication, mandate régulièrement l'université, les universités suisses, pour mener toutes sortes d'enquêtes sur la manière dont nous observons la concession, dont nous la respectons, dont nous couvrons l'actualité politique, l'actualité suisse, etc. Donc, de ce point de vue-là, je dirais qu'il y a une première partie de la réponse. Je crois que l'université consacre pas mal d'efforts et d'énergie à suivre ce que nous faisons et évidemment publie un certain nombre de recommandations, d'observations que nous devons intégrer dans notre activité. Et puis l'autre dimension, c'est que nous avons des collaborations qui sont très actives, en tout cas en Suisse romande. Je ne sais pas exactement comment ça se déroule en Suisse alémanique, mais en Suisse romande, avec les universités, on a plein d'exemples, ce serait trop long d'en parler ici, mais disons où nous avons créé des passerelles qui permettent d'une part aux travaux universitaires d'être un peu plus exposés, un peu mieux vus sur nos différentes plateformes, et d'autre part de travailler de manière concertée justement au fond à la préparation de la relève, pour que nous puissions ensuite trouver, d'ailleurs avec la presse écrite aussi, hein, des jeunes entrants dans nos métiers qui sont adaptés finalement à nos besoins. Donc il y a un travail au fond mixte, d'un côté une observation active, vraiment très régulière, de l'autre côté une concertation que je trouve plutôt bonne, plutôt saine entre disons l'université et le média de service public, qui finalement
ont une posture un peu semblable, hein, qui est celle de s'intégrer à la cité, de relayer de l'information et de permettre aux citoyens de se faire, de se construire, d'élaborer une opinion de manière relativement sereine, quoi. Donc de ce point de vue-là, je pense que ça fonctionne, sans faire de l'angélisme, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Merci, Monsieur Cornelius. Alors là, je vais juste représenter un peu et précis. Pas trop près du micro. Oui, pardon, c'est juste. C'est trop d'énergie. Alors, pour les étudiants, pour cette nouvelle faculté qu'on va appeler généraliste, il faut le prendre dans le bon sens, hein, par rapport au chirurgien qui veut gagner les jeunes. Pour cela, j'aimerais leur dire, c'est d'abord, vous étudiez pour vous, pas pour un job. Si vous étudiez en fonction d'obtenir, faites-le pour vous. Et après, le travail viendra tout seul. J'ai jamais vu un qui est bon, qui ne trouve pas de boulot. Impossible. La deuxième chose, pensez comme on va penser dans le futur, comme vous pensez. C'est-à-dire pourquoi, comment et où. Moi, je suis depuis 8 ans dans ma traçabilité, une autre société où on trace des millions de codes, tout le monde s'en fout, mais on arrive tout retrouver le CO2 et toi. Pourquoi on fait un produit, comment, sous quelles conditions sociales, traçabilité, et où. Alors là, c'est la vraie traçabilité, quel pays, on ne sait rien. Eh bien, pour vous, pourquoi vous voulez étudier? Comment vous voulez étudier? Et puis, où vous l'étudiez, où vous allez chercher l'information, où vous trouvez vos motivations. Il faut se poser des pourquoi tout le temps. Et je pense qu'avec cette explication qu'on a eue ce matin, toutes ces pluridisciplinaires, c'est magnifique. Alors, je pense que ça peut donner une race, comme on avait les étudiants Sciences Po, quand on sortait, on était un, HEC était un autre look, vestimentaire. Pourquoi, comment et où? Et puis quand vous débarquez dans le travail, ou vous faites votre propre société, vous travaillez dans une NGO, je ne sais pas quoi, vous allez arriver avec des questions différentes, pas dans le moule. Ben, je vous jure, ça c'est important, du haut de 40 ans après, quand j'avais fini HEC, je reste au Cognani pour Sciences Po. Le matin, j'étais au bureau, je commençais mes trucs. Le vocabulaire dans la vie active, mes chéris, c'est 300 mots. Bonjour, qu'est-ce qu'il faut? Rotation de stock, machin. C'est catastrophique. Et chaque jour que Dieu vous donne à l'Uni, vous lisez jamais 2 fois un même texte. À moins que vous doublez. Jamais, jamais. Et je vous promets que ces années sont magiques. Et je vous jure que les cerveaux ont ralenti parce qu'on entre dans ce putain de quotidien. Alors battez-vous. Et je pense que c'est important. Si vous arrivez avec une autre approche, mais vous allez cartonner pour toutes les boîtes. Dans le privé, moi j'avais engagé 2-3 HEC. Il a fait le tour du monde, backpack, pas mal aussi. Mais on s'en fout des titres. Mais vous formez votre mental là. Et puis cette nouvelle fac, je me réjouis de discuter un coup avec Bernard, là, qu'on ait un petit échange téléphonique. C'est vraiment bien, c'est tout ce qu'il n'y avait pas avant. On avait que des silos. Alors faites vos mélanges. Voilà, je me suis pris un peu de temps là. Merci. Mais c'est assez structuré. On va pouvoir conclure là-dessus. On a fait l'apologie, je crois, de la pluridisciplinarité de cette nouvelle faculté des sciences de la société. On voit qu'il y a un vrai besoin et je pense que cet échange était effectivement très pluridisciplinaire, partait un peu dans tous les sens, comme le font un peu vos études et comme le font vos recherches. Et ça m'a fait très plaisir de mener cette discussion et je remercie tous les intervenants. Et je repasse la parole à M. Lebardet. Merci beaucoup, Monsieur Ricci. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs. C'est la principale chose que je voulais dire avant de conclure cette séance. On attendait un signe d'intérêt de votre part pour cette nouvelle faculté. On a été servi, on attendait des interpellations. On a aussi été servi, donc on a du boulot devant nous. On l'a tous bien compris. Et puis une annonce, le programme des festivités ne fait que commencer. Hein, vous l'avez tous entre les mains. Il y a plein de choses cet après-midi jusque dans la soirée, peut-être même tard dans la soirée parce que les associations étudiantes prennent le relais à partir de 21h. Des conférences, des leçons d'ouverture, des leçons d'adieu, des performances d'artistes, des performances d'étudiants avancés qui vont s'exposer un peu devant vous. Bref, plein de choses intéressantes qui ouvrent à partir de maintenant. Et puis pour commencer, un apéritif qui vous attend tous à la sortie de cet amphithéâtre. Voilà, merci et bonne journée.